Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, hello le Larsen. Bonjour à tous. Rockstar. Comment il y a trop du bruit. Bonjour le Hard Rock Café Paris, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cet épisode numéro 278 du podcast Touchdown Actu. À mes côtés, l'équipe est là. Bonjour Grégory Richard. Bonjour messieurs, bonsoir le Hard Rock. On sent le sens de la relance. Raoul Villeroy est aussi là, bonjour Raoul. Hello, salut tout le monde. Vous pouvez lui répondre aussi. Plus modéré. Vous avez vu comment on les a briefés, on peut le dire aux auditeurs. On a parlé avant l'émission, on leur a dit faut applaudir là, on se croirait chez Arthur. On n'a pas des panneaux applause. Camille Sarabène est à la technique aussi, vous pouvez l'applaudir aussi. Et pour cette émission en live au Hard Rock Café Paris, il y a même Raphaël Masmejean qui est caché pour prendre des photos même s'il n'est pas à l'antenne. Bonjour à tous, donc pour cet épisode numéro 278 en direct du Hard Rock Café Paris avec un programme évidemment très chargé puisque les playoffs sont lancés. On va parler de tout ce qui s'est passé dans la conférence NFC, dans la conférence AFC. Les Eagles encore miraculés, les Colts qui sont de retour en force. Ensuite, on aura un invité exceptionnel qui est déjà dans la salle aussi, on le remercie. C'est Sébastien Séjean qui est passé par les Rams et avec qui on va parler de son parcours. Vous pouvez l'applaudir aussi, le Hard Rock Café. Tout ceci étant établi, on commence tout de suite avec la conférence NFC. Parkey lines it up, Scales sends it back. Placement made, kick by Parkey from 43, and it hit the upright, it is no good on the crossbar. And the Eagles are celebrating here at Soldier Field. Bears 15, Eagles 16. Messieurs, le champion en titre est toujours vivant, mais avec un petit peu de chance. Poteau et transversal pour Cody Parkey sur un field goal qui a été dévié en plus par les Eagles, puisque ça a été officiellement annoncé comme dévié par la NFL après coup. Victoire sur un petit coup de chance, mais victoire méritée quand même. J'aime poser des questions qui font mal en public. Mérité, je suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui aurait démérité sur ce match-là. Ça a été accroché pendant très très longtemps quand même. Et en effet, s'il n'y a pas ce poteau de la part de Cody Parkey, d'ailleurs, je crois que c'est pas la première fois qu'il touche et poteau et barre cette saison. Je crois qu'il en a fait 4 dans un même match. Oui, il me semble aussi avec Miami. Non, c'était à Chicago cette année. C'était à Chicago aussi. D'accord, c'était le match contre Miami, je crois. D'accord, c'est pas très grave. Oui, donc s'il n'y a pas ce poteau, il n'y a pas scandale pour dire que Chicago mérite sa victoire. Après, dans l'ensemble, on est revenu un peu aux fondamentaux du côté des Eagles, enfin, en tout cas au début de l'ère Doug Peterson, c'est-à-dire qu'on avait une grosse attaque notamment pour terminer la saison régulière, et là on s'est reconcentré un petit peu plus sur la défense pour bien stopper notamment ce jeu au sol des Bears, et en laissant un peu de marge de manœuvre à Mitch Trubisky, tout en l'attendant, on dira, sur le jeu profond. Et c'est ce qui a d'ailleurs failli provoquer quelques interceptions qui ont été vendangées par les DB des Eagles. Mais on est revenu, selon moi, à des bons fondamentaux, à des bons appels de jeu de la part de Jim Schwartz pour générer de la pression. Il y a un très bon Michael Bennett notamment, et encore une fois pour réussir à bien stopper le jeu au sol de Chicago. Raoul, Nick Foles a été énorme sur le dernier drive offensif, pas forcément avant, il termine à 25 sur 40, 266 yards de touchdown, 2 interceptions. Il lui a quand même fallu du temps pour rentrer dans la rencontre. Ouais, mais on attendait vraiment cette défense des Bears à ce niveau-là. Et moi, je trouve que c'est limite immérité pour eux par rapport à la saison qu'ils ont fait, par rapport à l'impact qu'a eu un joueur comme Khalil Mack, et de finir la saison sur ces événements-là. Alors oui, c'est pas la faute de Cody Parkey, mais c'est ce qu'on va retenir. Et voilà, cette défense des Bears, elle réussit à tenir Foles quasiment tout le match, elle craque en toute fin, et finalement c'est là où on les attendait dans les moments clés. Mack fait un super match, il est pas le seul, il y en a plein d'autres qui font un super match, mais il a quand même été bien contenu à mon sens par Jason Peters. On a plus vu paradoxalement Leonard Floyd selon moi.
Et c'est quand même aussi ce qui explique le fait que les Eagles aient notamment pu driver cette défense de Chicago en fin de match. Parce qu'encore une fois, avec un jeu au sol qui était quand même assez bien contenu malgré les quelques tentatives de Sproles et de Smallwood, il y a eu un gros match de Jason Peters, et ça aussi, dans les tranchées, que ce soit défensivement ou offensivement, on a été très costaud du côté de Philly. Ils sont plus que bien contenus sur le jeu au sol, hein. Ils sont à 42 yards en 23 courses, donc ils ont été très contenus sur le jeu au sol. Tu l'as dit, ils peuvent remercier Jason Peters, mais Nick Foles quand même, ce dernier drive, il faut le sortir. Oui, et finalement, il est en train de se passer un truc avec Nick Foles dans les playoffs. Je sais plus, c'est Raphaël qui me disait avant que il est à 4 victoires d'affilée en tant qu'underdog pour un quarterback. Le record, c'est 7. C'était Eli Manning. Mais c'est bizarre que c'est bizarre que cette stat vienne d'un fan des Giants, on est d'accord. Mais voilà, il y a un truc avec Nick Foles et quel que soit l'adversaire, on a l'impression qu'en playoff, il se sublime et il te sort des trucs incroyables, dont ce dernier drive qui n'est pas du tout représentatif du match, parce que tout le reste du match il est bien arrêté. Donc ouais, c'est sympa à voir, et en même temps flippant pour les futurs adversaires, parce que tu te dis mais comment tu vas pouvoir l'arrêter pour de vrai, quoi. Mitchell Trubisky, lui, est à 26 sur 43, 303 yards d'un touchdown. Est-ce que c'est des stats un peu en trompe-l'œil? Il y a du bon, mais il y a aussi pas mal de déchets, notamment en début de match. Comme je disais, je pense quand même que c'est une partie du game plan de la part de Jim Schwartz de vraiment le laisser beaucoup lancer le ballon, et j'insiste bien là-dessus. Il y a 2 interceptions pour Nick Foles, mais très franchement, s'il y a 1 ou 2 interceptions pour Trubisky, c'est pareil. Il n'y a rien d'outrageant là-dedans. En début de match, il y en a quelques-unes que la défense de Philadelphie laisse filer. Hein. C'est ça. Et encore une fois, on l'a laissé quand même progresser petit à petit, mais on a quand même réussi à le stopper sur certains jeux. Je pense notamment à cette passe superbement défendue par Criven Leblanc, je crois, à un moment donné, sur une tentative de réception d'Allen Robinson. Il y a quand même des big plays qui ont été limité de la part des Eagles. C'est une bonne prestation pour Trubisky. C'est pas lui qui les fait perdre ce match en l'occurrence. Alors voilà, la question c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup de Cody Parkey. C'est quand même pas Cody Parkey qui leur fait perdre le match totalement. Il met 3 field goals, Cody Parkey, dans le match, donc bon. Il y a quand même une inefficacité dans la red zone pendant tout le match qui leur fait énormément de mal. Ils font 0 sur 3, c'est ça? Ouais. 3 field goals. Oui. C'est ça. Donc c'est aussi là que se perd le match pour Chicago. Oui. Bon. Mais bon, après, en même temps, c'est là aussi où la défense des Eagles s'est retrouvée par rapport à la saison dernière. C'est-à-dire que, et c'est un peu ce qu'on a tendance à dire de la défense des Patriots notamment, c'est que tu perds un peu du terrain tout le long du terrain, mais arrivé au bout, tu bloques au dernier moment et finalement l'adversaire prend qu'un field goal. Et c'est ça aussi qui avait fait la force de cette équipe, et c'est là où ils ont réussi à le refaire dans ce match-là, parce que arrivé dans la end zone, dans la red zone, ça manque un peu de solutions côté Bears, et c'est là où Trubisky aurait peut-être pu être un peu plus clutch. Oui, et juste pour compléter là-dessus, j'ai pas eu la sensation, en tout cas pendant le match, que on dira les appels de Matt Nagy étaient plus friables parce que Trubisky arrivait en zone rouge. Je pense que c'est juste une question de solution qui manquait. Encore une fois, c'est la défense qui a été capable notamment de mettre la pression, de bien blitzer quand il fallait le faire. Mais c'est pas forcément Trubisky qui a mangé la feuille, on va dire. Donc il y a quand même des signes encourageants pour lui, même si malheureusement sur ce match-là, Chicago marque que 15 points et perd de très peu. Bon, il y a un bon Allen Robinson, 10 réceptions, 143 yards, un touchdown. Ils pourront se consoler avec ça. On va le faire avec tous les éliminés des playoffs. C'est quoi les axes de travail pour l'intersaison? Donnez-moi un ou deux. De toute façon, il faut aller prendre un peu d'expérience sur ce match-là, et c'est fait. Trubisky, arrivé en début de saison, on ne savait pas trop ce qu'il allait donner, et finalement il arrive à finir à une saison à 12-4, bien aidé par sa défense peut-être, mais il n'a pas été mauvais, il n'a pas perdu de ballon. C'est de l'expérience qui de toute façon ne peut pas leur faire de mal. Peut-être avoir un jeu au sol encore un peu plus consistant. Moi, c'est ce que je vois pour l'instant. Personnellement, je dirais quand même rajouter, ce match a quand même exposé certaines lacunes occasionnelles de Chicago dans les tranchées, peut-être rajouter un petit peu un defensive end supplémentaire à côté de Hicks et de Goldman, et puis peut-être en effet, on sait qu'un Bobby Macy par exemple au poste de tackle est free agent cet été, donc il y a peut-être éventuellement la possibilité de renforcer sur l'extérieur de la ligne pour protéger efficacement le quarterback presque rookie. Et puis les Saints joueront, les Eagles joueront les Saints. La preview sera dans l'émission de jeudi, évidemment. Les Eagles, j'ai dit quoi? Les Saints. Il y a que moi qui ai entendu. Ouais, les Saints joueront les Saints. Excuse-moi là. Les Eagles joueront les Saints au prochain tour. Voilà, je m'en suis sorti. Oui, non, ça marche. Donc les Eagles joueront les Saints au prochain tour. Preview dans l'émission de jeudi, évidemment. Cowboys 24, Seahawks 22, l'autre match NFC de la semaine. Est-ce que c'est une énorme performance défensive des Cowboys ou une erreur tactique des Seahawks?
C'est toujours un peu les deux quand tu poses la question comme ça. Non, mais c'est vrai. Et en fait, en regardant le match, je me suis dit que c'était vraiment une énorme. Enfin, moi, j'avais l'impression de voir une grosse performance défensive des Cowboys, qui ont été des défenses un peu sous-cotées de cette saison, alors qu'ils ont fait une bonne saison, et là, ils le prouvent encore plus. Maintenant, il y avait peut-être un peu mieux à faire quand même du côté du call offensif des Seahawks. Alors, on va résumer ce qui s'est passé. 21 courses, 59 yards, 2,8 yards par course. Il y a 28 yards sur une seule course, ce qui fait grimper quand même le total. Si vous enlevez ça fait quand même beaucoup moins. Greg, je te vois hocher la tête. Je sais que tu n'étais pas très copain avec les appels de jeu de Seattle. Oh, c'était tellement mieux avec Darrell Bevel. C'est juste pour trouver Camille. Mais non, blague à part, c'est sûr que sur ce match-là, alors paradoxalement, quand on regarde les stats, il me semble qu'il lance quand même plus qu'il passe. Il y a 27 passes pour 24 courses. C'est ça. Donc, bon, on a quand même fait lancer Wilson un petit peu. Après, malheureusement, Schottenheimer, le gros défaut qu'il a sur ce match-là, c'est qu'il n'a jamais été capable d'instaurer un certain rythme. Sur les quelques drives et les quelques free and out notamment des Seahawks, et j'ai presque eu la sensation en regardant le match d'un peu plus près, j'ai presque l'impression qu'il y a un excès d'orgueil de la part de Schottenheimer, dans le sens où Seattle a battu Dallas en 3e semaine de saison régulière. Ils les ont battus avec un bon jeu au sol. Je crois que Chris Carson ce jour-là fait un peu plus de 100 yards au sol, et sur ce match-là, le jeu au sol fonctionne pas d'emblée. On se rend compte quand même assez vite que les DB de Dallas peuvent être un peu exposés, et pourtant il s'acharne et il se dit non, je vais les battre sur mon terrain, sur le jeu au sol, comme on a fait en saison régulière. Mais est-ce que c'est pas un truc un peu récurrent d'ailleurs dans cette équipe de Seattle, de l'ère Russell Wilson, de pas avoir de rythme en attaque, à la passe en tout cas? C'est soit du big play à la passe, soit du jeu au sol à outrance. Et on ne trouve pas un rythme à la passe. C'est du big play à la passe, un peu dans des circonstances à chaque fois, sur un pied, en bord de ligne. Russell Wilson, c'est un magicien, mais parce qu'on le met dans des conditions compliquées à chaque fois. Il n'est jamais tranquille dans sa poche à lancer. Tu soulignes un bon point, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que quand tu es souvent sur un format première course, deuxième course, troisième et longue, ça peut être très très vertical, comme ça peut être que du jeu au sol. Et alors, on va sûrement y venir, mais j'anticipe ta question. Est-ce que du côté de Seattle, il ne serait pas bien également de s'intéresser à un receveur qui serait un peu plus habile sur les tracés intermédiaires, on dira, parce que encore une fois, quand ils ont voulu jouer dans le dos de la défense de Dallas, ils ont réussi à les prendre à défaut, avec notamment Tyler Lockett qui fait un très bon match. Mais il y a peut-être ce manque de solutions, hormis Dixon. Russell Wilson, qui est parfaitement capable de trouver un receveur n'importe où sur le terrain, il est toujours obligé de partir sur des jeux hyper verticaux, et c'est aussi ce qui est préjudiciable, et c'est ce qui occasionne les sorties prématurées. Mais c'est ça, quand on parle de jeu, en effet, le jeu intermédiaire, t'es totalement dedans, au sens que c'est aussi ça qui permet d'avoir du rythme et de la variété, et c'est un peu ça qui leur manque. En effet, il faut quand même rendre aussi à Dallas ce qui appartient à Dallas. Raoul, tu disais, tu avais l'impression d'avoir vu une bonne prestation défensive. Il y a un Ezekiel Elliott qui a plus de 150 yards cumulés, c'est un peu plus de 130 au sol, je crois. Il rajoute une trentaine de yards à la réception. Ils ont 34 minutes de possession. Ils ont un meilleur taux de conversion sur 3e tentative. Il y a une grosse défense. Ils se sont pas écroulés comme certains. Je regarde vers Raphaël Masmejean dans la salle, l'annonçait éventuellement. Donc ils ont quand même été meilleurs dans ce match. Oui. Ouais, sur ce match-là, il y a pas photo. En plus, les Eagles reviennent en toute fin de match, un peu dans le garbage time. Les Seahawks, excusez-moi. C'est un autre volatile. Tous les oiseaux. Mais ouais, enfin, assez vite, on sent que c'est Dallas qui a la main mise sur ce match-là, et que ils n'ont pas l'intention de le lâcher, et ils font tout ce qu'il faut. Elliott était dans un grand match, et on l'avait dit dans la preview, pour que les Seahawks aient une chance, il faut qu'ils arrivent au moins à bloquer Elliott. Ils n'ont pas réussi, voilà, ça leur retombe dessus. Et puis un des grands points importants de ce match-là, c'est qu'on s'est posé la question tout au long de la saison concernant le niveau de la ligne offensive de Dallas. Sur cette rencontre-là, elle est quasi parfaite. Il y a un sac, je crois, de Frank Clark, et quasiment aucune pression qui a été concédée. Et en effet, globalement, ça a été quand même assez bien géré. Je crois que c'est Raphaël qui me disait en off que du coup, Jason Garrett était un meilleur coach que Pete Carroll. C'est pas toi qui m'as dit ça? Non, je dois me tromper. Non, mais blague à part. Non, mais en tout cas, c'est sûr que oui, défensivement, je le disais, il y a des lacunes. Après, offensivement, ce qui manquait dans le 3e match de saison régulière, c'était peut-être aussi un Amari Cooper. Qui a réussi à apporter un petit peu de... il a 7 réceptions et 106 yards là, donc il est là. Hein. Toujours pas de touchdown. Ouais, toujours pas de touchdown, mais Michael Gallup, qui monte également en régime, je trouve, en fin de saison régulière, a réussi à exploiter des failles défensives des Seahawks également, parce qu'un joueur comme Shaquille Griffin, par exemple, est un peu passé à côté de son match, et il l'a parfaitement exploité sur les TD des Cowboys. Donc
Je l'avais dit en fin de saison régulière, c'est vrai qu'il y a un groupe qui se met en place. Alors, il faut voir si Dak Prescott est capable d'être performant sur la durée, mais on l'a vu sur certaines séquences. Je pense à cette 3e et longue où il fait la course plein centre qui permet à Dallas d'avoir une première et goal. C'est ça, il a quand même un facteur clutch qui est présent, Dak Prescott, dans les gros matchs et dans les grosses fins de match. Et d'ailleurs, il y a quelques plaquages manqués en défense par Seattle qui aident aussi. Ce qui est rare. Parce que ce qui était rare, ouais. Qui est forte sur les plaquages d'habitude. Il fait quelques erreurs aussi, juste pour compléter, avec l'interception notamment, le lancer un peu moisi qu'il fait sur Noah Brown dans la end zone. Donc il y a des axes d'amélioration, mais en effet, tu as raison, il reste quand même relativement clutch et ça peut être intéressant pour Dallas. Et dans l'ensemble, on va mordre un tout petit peu sur la preview de jeudi, mais bonne défense, jeu au sol présent, quarterback qui peut être clutch, Amari Cooper receveur numéro 1, Michael Gallup qui... Ça fait partie des prétendants NFC quand même quand tu présentes comme ça, non ? Pour gagner le Super Bowl ? Pour gagner la NFC. Pour gagner la NFC, allez, on va commencer par là. Il y a quand même, il y a du très gros calibre en face. Les Seahawks, ils se qualifient un peu in extremis en fin de saison et c'est pas leur meilleure saison depuis que Russell Wilson est là. C'est un peu prématuré de dire qu'ils sont prétendants en NFC, je pense. Il y a un backfield qui me fait peur en défense. Ah, oui, ouais, ça va. Au poste de safety, je le découvre pas, mais corner, il y a des bonnes séquences d'Aouzier notamment, mais c'est quand même. Ils ont quand même pris quelques vents. Ils seront testés par les Rams à ce niveau-là, donc s'ils survivent à ça. Je pense, oui. Voilà. Oui, s'ils survivent à ça, on sait qu'on a peut-être un prétendant. S'ils survivent à ça, ils sont en finale NFC. Je donc te réponds dans une semaine, du coup. Exactement. je sens que tu réserves ta réponse, c'est pas plus bête. Raoul, donc l'axe de progression pour Greg, le jeu intermédiaire à la passe, une progression pour Seattle. Une ligne offensive. Ça peut aider aussi. Un jour ou l'autre, il faudra qu'ils en aient une. Ça peut aider aussi. Bon, voilà pour la conférence NFC. On passe à la FC. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Ravens 17, Chargers 23. Messieurs, est-ce que Lamar Jackson a été mauvais ou a-t-il des circonstances atténuantes ? On est censé répondre, nous. Ça a été un gros sujet de troll pendant toute la soirée, alors du coup je lance directement le sujet. Un peu des deux. Tu te débrouilles avec ça ? Non, alors qu'est-ce qu'on fait de ces stats ? Il n'a pas fait gagner son équipe. Ça, c'est. Non mais. A priori, oui. Non mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on attendait de lui qu'il soit un élément perturbateur pour la défense des Chargers et que, ne sachant pas trop où il était, ils n'arrivent pas trop à le contenir. Ça n'a pas du tout marché. Au contraire, les Chargers sont bien adaptés avec cette défense, avec cette defensive back à chaque fois, avec 3 safety, avec des mecs un peu partout pour le suivre. Et voilà, non seulement il n'a pas réussi à les faire gagner, mais il les a un peu fait perdre en étant confiné dans cette espèce de système de jeu qui leur a pas suffi. Alors, avant que Greg nous vende le quarterback de Clemson pour le remplacer déjà l'année prochaine. Non, il pourra pas l'année prochaine. Il pourra pas. Non. Alors, 14 sur 29, 194 yards de touchdown, une interception, c'est sa fiche générale. Il a été meilleur en fin de match, ça a créé un peu de suspense. Son 4e quart, il est à 11 sur 20, 169 yards de touchdown. C'est le garbage time. Voilà. Et donc, si tu dis. Sur les 3 premiers, ça fait quoi ? Voilà. Sur les 3 premiers, il est à 3 sur 9, 25 yards et une interception. Et un ou deux fumbles qui sont pour lui, non ? Deux fumbles. Deux fumbles, ouais. Il n'était pas à moins 3 yards pendant une partie du match ? Dans le 3e quart, ils ont 3 fumbles sur leurs 8 premiers snaps dans le match. Et que un perdu, donc ça va. Que un perdu. La stat des fumbles perdus. Non, mais alors, la question sur les stats séparées comme ça, c'est est-ce que ce qui est le plus représentatif, c'est le début ou la fin ? Est-ce qu'il avait un peu des problèmes à se mettre dedans ? Ça peut arriver, c'est son premier match de playoff. C'est le plus jeune joueur, c'est le plus jeune quarterback titulaire en playoff dans l'histoire sur ce match. Donc est-ce que c'est un peu de track, est-ce qu'il est mal utilisé, est-ce qu'il y a des mauvais choix de jeu, ou alors est-ce que c'est le 4e qui est plus représentatif, on lui a laissé un peu plus les rênes et il pouvait faire ça un peu plus ? Alors non, je pense que c'est quand même les 3 premiers cartons qui en disent beaucoup plus, parce que très clairement les Chargers étaient alors ils se sont un petit peu fait peur tout seuls, mine de rien, les Chargers, puisque le premier touchdown ils sont un peu là, les doigts de pied en éventail, et puis après ils disent ah mince, finalement on leur a redonné le momentum, donc on va pas être très très bien. Mais alors pour répondre à ta première question, la responsabilité est quand même énormément partagée. Heureusement pour lui, c'est pas que de la faute de Lamar Jackson. Il y a forcément, et ça fait des semaines et des semaines que on s'en rend compte, il y a un game plan qui a été adapté pour un quarterback qui a des limites en termes de jeu à la passe et de lecture. Et
les dernières semaines de saison régulière, en tout cas dans la période où Lamar Jackson a performé, c'était aussi contre des équipes qui avaient un run-stop qui était vraiment mauvais, et il en profitait, et ça a quand même permis à Baltimore de se mettre en confiance offensivement avec en effet ce jeu en option, ce monstre à 3 têtes au niveau du jeu au sol, etc., etc. Là, très clairement, les Chargers se sont adaptés. Gus Bradley a tiré les enseignements de la défaite en saison régulière, et là, Baltimore était attendu au niveau du jeu au sol. Après, c'est pas que du simple fait de Lamar Jackson d'avoir concédé la pression pendant tout le match. Il y a 7 sacs et je ne sais plus combien de pression au total il prend, mais c'est venu absolument partout, notamment de Melvin Ingram en l'occurrence. Et on l'avait vu lors du match à Los Angeles, sa grande force lors de la victoire des Ravens, c'était de ne pas commettre de perte de balle. Là, manifestement, match de play-off, il s'est liquéfié dès le premier quart. Et ça, on peut pas le mettre à son... Il y a un vrai problème de protection du ballon sur ce match. Même sur le dernier fumble, ça part quand même assez facilement. Il y a un des 2 premiers fumbles où il est à peine touché, quoi. Il tient le ballon de manière très laxe. Enfin, bon, c'est assez compliqué. Raoul, tort partagé aussi ? Oui, et en même temps, tu as raison qu'on peut pas trop le blâmer non plus, parce que tu l'as dit, c'est un jeune joueur et qui arrive après avoir fait une moitié de saison en tant que titulaire dans cette équipe-là. Et tu sens qu'ils lui ont jamais vraiment donné les clés complètes du camion, qu'ils savent qu'il n'est pas non plus encore un super lanceur, et ils ont essayé de s'adapter à son jeu a bien été contré, il ne peut pas faire beaucoup plus. Je suis obligé de poser la question, est-ce qu'il fallait lancer Joe Flacco à la pause ? Non. Bon. Non, mais non, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tes 8 derniers matchs, tu l'as reposé, non, le message que tu passes est pas bon, et de toute façon il aurait pas fait beaucoup mieux. Franchement, c'est le tuer tout de suite, et même pour John Harbaugh, je pense que c'est pas un bon message, dans le sens où si John Harbaugh met Joe Flacco et que c'est la même débâcle, là ça fait genre le head coach qui panique, et qui de toute façon, peu importe ce qu'il essaye, ça marche pas. Donc là il dit, écoute mec, c'est toi mon quarterback, ça marche pas, voilà. Il y a eu une meilleure fin de match, ça peut éventuellement te remettre un petit peu dans le bain, donc il a essayé de le remettre un petit peu mentalement dedans. Après, franchement, je suis pas sûr que Joe Flacco, ça aurait fondamentalement changé les choses. S'il a perdu sa place, c'est aussi pour une raison, faut pas l'oublier non plus. Vous l'avez un peu évoqué, défense originale des Chargers avec 7 defensive backs sur le terrain, la plupart du temps, sur 98% des snaps, si je dis pas de bêtises. Alors ils en avaient déjà fait pas mal en saison régulière. J'ai vu la stat, ils en ont fait 50 en saison régulière, soit 5% de tous leurs snaps, alors que le maximum des autres équipes, c'est 18. Oui. Donc ça veut dire que déjà en saison régulière, ils étaient un peu comme ça. Et je crois que la moyenne NFL sur les snaps à 7 defensive backs, c'était 1 ou 2% avant ce match, alors que les Chargers sont à 95 ou 98% sur ce match. Ils en font 95 sur 96, un truc comme ça. Donc c'est très très haut. Et il faut quand même saluer le plan de jeu qui du coup est quand même assez original de Gus Bradley. Oui, et qui s'adapte en fait complètement à ce qu'on leur a proposé, parce qu'ils les ont joués 2 semaines avant, ce qui a dû aider aussi. Et je lisais dans les commentaires du site plusieurs gens qui disent les Red Chargers ils sont arrivés, ils ont fait un plan anti-Ravens, ils ont gagné, c'est pas terrible. Si, c'est le but. Forcément, tu t'adaptes avec ce que tu as en face. C'est sûr que derrière, l'attaque n'a pas été incroyable, Rivers n'a pas été incroyable, mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de l'être, et surtout est-ce qu'ils avaient besoin de se forcer à faire mieux, dans la mesure où tu vois que tu contrôles le match, que tu vois qu'en face il se passe rien, t'as pas besoin de lancer 75 ballons au risque de perdre la balle, quoi. Alors clairement c'est prudent en attaque, il y a 243 yards au total, Philip Rivers a lancé très peu de ballons en profondeur, voire quasiment pas, donc ça a été prudent, mais après moi je suis d'accord avec toi sur le sens où ils s'adaptent à ce qu'ils avaient en face aussi, c'est la défense des Ravens, on va pas se mettre à lancer dans tous les sens, à attendre pendant 3 minutes de venir se faire saquer, donc et déjà ils ont été quand même bien contrés. Il y a notamment 2-3 jeux où Eric Weddle voit à peu près ce qui va se passer à l'avance, un peu par son expérience chez les Chargers je pense, ou quand Rivers fait une passe latérale pour un receveur ou pour Gordon, il y a Weddle qui vient tout de suite. Donc ils ont été bien contrés aussi parce que c'est une super défense et parce que c'est grâce à cette défense-là qu'ils sont en play-off. Mais je crois quand même que, et ça explique peut-être aussi la fin de match où les Chargers se sont dit, ça c'est classique des Chargers aussi, on est tranquille, on mène, on va lâcher un peu le pied. Ils se sont fait un peu peur quand même. C'est une tradition locale. Oui. Il faut la respecter. Grégory sur l'attaque des Chargers, prudent mais bien. Oui, ils ont un Melvin Gordon qui revient de blessure, donc je pense qu'ils n'ont pas ressorti un peu. Oui, en plus, oui, voilà. Donc ça n'a pas non plus aidé les plans, mais c'est sûr que c'était pas des grandes envolées qu'on peut voir de temps en temps avec Philip Rivers. Je crois qu'il y a une séquence où il fait 2-3 screens de suite pour être bien sûr que ça parte pas. Et pourtant, et je pense que ça a été encore plus amplifié par cette interception. Je ne sais plus qui intercepte le Rivers sur les premiers points qui sont marqués par les Ravens.
Mais c'est pas très grave au final. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que ça les a inhibés encore plus. Et du coup, forcément, on a eu un jeu très minimaliste, très conservateur. Ça passe. Je serais étonné qu'ils jouent de la même manière à Foxborough la semaine prochaine. Oui. Mais en tout cas, là, voilà, ils ont vu que le ton était donné assez rapidement. Certes, il n'y a pas autant de sacs que ce qu'on avait pu voir en 16e semaine. Mohamed Judon a été hyper présent. La pression est venue d'à peu près partout. Brent Urban, etc. Donc... bon, voilà, là aussi Ken Whisenant s'est parfaitement ajusté et au final ça passe pour les Chargers qui ont été très solides, notamment sur la ligne offensive. On met quoi sur la to-do list des Ravens pour l'intersaison? Un quarterback? Oh, c'est méchant. Non, un receveur numéro 1, ça me paraît obligatoire. Aussi, ouais. Ça aiderait aussi. Hein. Parce que Crabtree, oui, même 2, ouais. Oui, c'est pas faux. Ouais. Donc on entoure Lamar Jackson en fait, de la ligne des receveurs, quoi. Ouais, la ligne, au niveau du poste de garde, notamment à gauche, ça me paraît encore un peu léger. Donc, ouais, peut-être également ajuster, mais comme tu dis, ouais, surtout en attaque. On sait qu'en défense, ils blindent les choix depuis des années et des années. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur l'attaque de la part d'Eric DeCosta. Un receveur un peu costaud qui peut aller dans le milieu de jeu, parce que justement, Jackson, on a vu, il peut pas lancer trop loin. Donc, c'est pas mal d'avoir un receveur un peu costaud. Un bon receveur de screen pass. Ouais. C'est pas mal. Je vous sens taquin. Les Chargers, eux, iront visiter les Patriots. Pour la petite stat, pour vous donner un bon goût de la preview, Philip Rivers, c'est 0 victoire, 7 défaites contre les Patriots, version Tom Brady. Pas peur. Ça va être compliqué. Ça peut les phrases. Texans 7, Colts 21. C'était le premier match du week-end. Ce sera le dernier de notre débrief. Pas vraiment de suspense dans ce match. Andrew Luck a été impressionnant en première mi-temps. Le match était vite mis hors de portée. Peut-être aussi parce que la défense des Colts est, je ne sais pas si elle est encore plus forte que leur attaque, mais elle est très très forte. Ouais, et étonnamment, elle est encore plus forte que celle des Texans qu'on attendait à un meilleur niveau que ça, qui n'a pas pour autant été nul. Enfin, le front seven a été un peu a fait ce qu'il a pu, mais en fait c'était pas tant là le problème, et je trouve que le contraste était un peu plus flagrant dans cette opposition là, le fait que voilà, tu vois que les Colts ils les ont complètement mangés tout de suite et tu sentais bien qu'il allait aller nulle part Deshaun Watson. En fait, j'ai presque l'impression, il est très bizarre à analyser ce match, parce que j'ai presque l'impression qu'il s'est joué juste dans le premier quart. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Andrew Luck qui a dit bon, alors je vais les découper ici, je vais les découper ici, je vais les découper ici. Deshaun Watson qui a dit bon, j'ai pas de solution. Bon, voilà, allez Indianapolis. C'était fini. Mais voilà, après il y a eu, non, sans exagérer, c'est vrai que Houston, pendant un moment cette saison, donnait l'impression d'avoir quand même rectifié certaines choses avec une ligne offensive qui paraissait quand même un poil moins pire. Et elle a plutôt tenu dans ce match. Ouais, oui, mais il y avait un jeu au sol qui était quand même vraiment meilleur avec Lamar Miller, et là on est retombé dans les travers avec un jeu, et pourtant au niveau des cibles, il y a ton grand copain Kiki Kuti qui fait un bon match, et voilà, ça suffit pas quand c'est aussi unidimensionnel avec une ligne qui sur certains jeux clés arrive pas à bien contenir la défense des Colts. Ça devient quand même rapidement compliqué, et puis j'anticipe pas mon flop, mais je pense à Bill. DeAndre Hopkins c'est très bien tenu aussi. Ils sont bien concentrés sur lui et ils ont bien fait. Moi je pensais que le fait de se concentrer sur Hopkins ça allait libérer beaucoup d'espace pour les autres. C'est vrai que Kuti fait un bon match, mais il n'apporte pas grand chose, et voilà, Hopkins finalement c'était un peu la seule menace offensive qu'avaient les Texans cette saison. C'était une super menace offensive et il n'était pas toujours facile à contrer, mais là sur ce match-là ils l'ont complètement mangé. Et alors j'ai vu, je crois que c'est dans le petit déj que tu as mis ça, Alain, mais la transition est belle. Oui, n'est-ce pas, c'était totalement fait exprès. Et voilà. Ça aussi on le découvre pas, et malheureusement on le voyait dès le début de la saison. Les deux failles principales des Texans cette saison, c'est ligne offensive et backfield défensif. Oui. À partir du moment où le front seven et notamment JJ Watt sont bien contenus, après il n'y a plus qu'à éteindre la lumière, et voilà, les DB ils ont plus qu'à courir derrière le receveur, et voilà, ils ont un backfield qui est quand même assez vieillissant avec notamment Jonathan Joseph et Kareem Jackson, donc ça va être quand même une donnée à surveiller. C'est clairement un des axes de progrès pour les Texans, la ligne offensive aussi. Après Deshaun Watson a quand même été imprécis sur certaines passes, et moi je suis il y en d'accord, a certaines qui sont vraiment hors cible, quoi. Tu vois, j'ai peut-être été un peu dur / taquin en disant qu'il avait été du niveau de Lamar Jackson, mais je trouve qu'il n'a pas réussi à faire gagner son équipe, un peu comme Lamar Jackson n'a pas réussi à faire gagner son équipe, parce qu'il y a eu plein de lancers qui n'étaient pas si bons que ça, et qu'il garde très longtemps le ballon alors qu'il a de la pression qui arrive, et je trouve qu'il a un peu tiré une balle dans le pied de son équipe. En tout cas il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui.
155 yards à 39 après le premier quart, c'était pour résumer ce que tu disais tout à l'heure, donc c'était assez plié. En attaque, les Colts quand même impeccables, tu l'as dit, Luck est tranchant, il est saqué 0 fois dans ce match. Marlon Mack à 148 yards au sol, c'est quand même le MVP du résumé du match. Je crois que c'est Raphaël qui fait le résumé en plus, Camille Marlon Mack. Non, c'est pas toi, bon, j'ai rien dit, autant pour moi. Non, c'est Mathieu. C'est Mathieu, autant pour moi. Bah voilà, c'était de l'autre côté de la salle. Mais voilà, donc Marlon Mack était MVP du match dans le résumé sur le site. Donc voilà, il y a des bons choix, il y a une couverture aérienne des Texans à la rue, donc ça a donné un match en effet pas très à suspense. Et pas mal de pénalités côté Texans. Et pas mal de pénalités. Axe de progrès donc pour les Texans, backfield défensif, ligne offensive, c'est ça? Ouais. Head coach. Axe d'amélioration, head coach, pas mal. Non, mais c'est vrai, finalement, O'Brien, depuis qu'il est là, il a... Alors, il est là. On peut le dire, c'est une équipe quand même assez difficile à juger. Et je dis ça parce que toute l'équipe est là. On a quand même eu des problèmes pendant toute l'année à juger cette équipe parce qu'au bout d'un moment, elle gagnait, mais on voyait toujours des lacunes. On nous disait, vous êtes dur avec eux, même s'ils gagnent. Et là, ça s'est quand même retrouvé exposé dans un match de play-off et on voit quand même qu'il y a ces axes de progrès là, quoi. Non, mais sans être dur de manière gratuite, moi, ce que je trouve assez inquiétant quand même, c'est que encore une fois, on attend depuis le temps que Bill O'Brien est là que l'attaque monte en régime. Ça semblait être le cas avec Deshaun Watson qui a mis du temps à se remettre en route cette saison avec ses problèmes de blessure de la saison passée. Là, ils arrivent à retrouver, comme je le disais, une bonne carburation en fin de saison régulière. Et là, ils retombent sur un match en play-off où certes Indianapolis est sur une bonne vague, mais tu peux pas être à 21-0 à un moment donné contre les Colts. Et le touchdown des Texans, on n'a pas parlé, mais c'est limite un touchback le TD de Couty. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions, je pense, du côté du Texas. Les Colts, eux, joueront contre les Chiefs. Ça promet un match plutôt sympathique, offensivement. On en parlera aussi. Je sens que ça murmure dans la salle quand on dit Colts Chiefs. Gros match. Voilà, donc ce sera dans la preview de jeudi. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, messieurs, c'est à vous, Grégory. Les tops, les Eagles, quand même, une équipe qu'on voyait pas venir. Et bon, alors certes, il y a un peu de réussite, mais des fois, il faut bien qu'elle se provoque. Et bon, c'est bien de les mettre en avant. Quand on sait d'où ils viennent, ils étaient quand même à 5-7 ou 6-7 à un moment donné dans la saison. Donc, on les voyait pas en play-off. Il y a toujours un pari en cours dans la rédaction. On rappelle c'est vrai. Un de nos membres qui risque de finir nu dans les rues de sa ville. Raoul. Encore. Moi, c'est la course de Philip Rivers en 3e tentative pour aller chercher 9 yards. Incroyable. Je ne m'attendais pas à cette performance de Philip Rivers qui court quand même à 25 km/h sur cette course. Donc, je vous attends. 25 km/h. Ouais, 16 miles per hour. Ça a été Brady déjà. Le record de Brady, c'est 16,3. Non, mais en gros, il y a eu un coup de vent. Non, je sais pas, il y a eu une montée d'adrénaline, mais comme quoi, voilà, on se dit, ces vieux quarterbacks qui courent à 2 à l'heure, nous on ferait mieux. En vrai, moi je sais pas si comme ça, je cours à 25 km/h d'un coup. Donc, commence, ça va se claquer, je pense. Hein. Ouais, bon. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que sur cette course-là, il a montré toute sa détermination à aller chercher un titre cette année. Oh, le sourire à l'envers de Greg. Ouais, c'était passionné. On aurait dit l'enfer du dimanche. Raoul y croit, il supporte à nouveau cette équipe depuis 6 mois. J'en profite. Excuse-moi d'être un peu jaloux, d'accord. Ça fait 6 mois qu'il est remonté dans le Ben Wagon, il est à fond. Oui, c'est vrai. Donc, tout à fait. Rappelle-toi qu'il était supporter des Panthers l'an dernier quand même. C'est vrai qu'il y avait pire. Ouais. Tu bien fait de changer. Moi, le top, c'est Andrew Luck et Frank Reich qui font quand même une saison assez incroyable et on est content. On en parlait avec quelqu'un en antenne avant dans l'assemblée. Andrew Luck, je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Je connais personne qui est pas content de voir Andrew Luck à ce niveau-là. Les fans des autres équipes de la FC Sud, peut-être. Regarde, faisons un test. On a 3 supporters des Jets en face de nous. Est-ce que vous êtes contents de voir Andrew Luck? Tu vois, même eux, ils sourient. Et pourtant, il est dans leur conférence. C'est un peu une victoire des Jets, avec tous les choix de draft que vous leur avez filés l'année dernière. Les Jets ont un peu battu Houston ce week-end. Victoire morale. Le flop, messieurs. Les Eagles, parce que j'en peux plus, on va encore se taper l'histoire de la cagoule pendant une semaine, ça va me fatiguer. Les chiens sur la tête là. Ouais, non, blague à part. Non, ce qui m'agace un peu, hormis les coordinateurs offensifs là qui ont été très inspirés ce week-end, les Morningweg, les Schottenheimer. Apparemment, faut avoir des noms très longs pour être très créatif en NFL. Mais non, c'est les histoires de oh là là, les Bears ont permis à Philadelphie d'être en playoff et maintenant ils se font battre. Oh là là, c'est bien fait pour eux.
On a expliqué la semaine dernière que de toute façon, s'ils avaient perdu contre Minnesota en perdant chez les Vikings, ça aurait été la même chose. Donc bon, voilà, c'est les petites conclusions en porte-pièce comme ça, c'est un faux flop. Mais voilà, j'avais envie de le dire, c'est mon cri du cœur, façon Raoul. Raoul. Quoi, façon Raoul? J'étais passionné, trop pas. Ok, d'accord. Moi, c'est facile, mais il y a eu plusieurs plays arbitrés un peu étonnamment. Arbitré un peu trop vite, arbitré un peu tous, notamment le dernier, je sais plus dans lequel, mais où t'as un ballon qui est encore vivant et que l'arbitre va ramasser parce qu'ils ont sifflé, parce que personne n'y allait. Enfin, c'est bizarre. Le touchdown refusé à Derek Watt, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est refusé? Je suis d'accord. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait ici pourquoi le touchdown a été refusé? Personne ne le sait. C'est un complot, messieurs. Non, mais bon, non, voilà. Il va falloir qu'on enlève Raoul de la prog pour les émissions s'ils vont au Super Bowl les Chargers. Hein. Non, mais honnêtement, il n'y a pas que cette action-là. Et sur tous les matchs, il y a eu plein de coups de sifflet un peu étonnants et de décisions un peu étonnantes. Et c'est dommage parce que les semaines dernières, ça allait mieux. Là, ça se voit un peu plus sur 4 matchs. Bon. Tu m'as piqué mon flop. C'était pareil. C'était les coups de sifflet trop rapides. En effet, il y en a eu un où il y avait un fumble et potentiellement un fumble et avec un touchdown retourné derrière qui du coup a pas lieu. Voilà. Enfin, il y en a eu quelques-uns. Il y en avait eu un sur le Browns Ravens de fin de saison régulière notamment où il y avait un fumble sur la goal line et derrière il est retourné pour un fumble finalement pour un touchdown, mais finalement il y est pas. Enfin. Après, je suis pas complètement d'accord avec vous parce que si vous prenez le retour de Marlon Humphrey sur le fumble, enfin sur le supposé fumble de Gordon, le retour de Roquan Smith. Non, mais il y en a aussi. Voilà, il y a eu quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y en a qui font tâche, mais bon, c'est pas complètement. Il y en a eu beaucoup. C'est ça. C'est quand même les playoffs. On attend le haut niveau de tout le monde en théorie, et c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques moments de flottement dans l'arbitrage où tout le monde se demandait ce qui se passait, ou est-ce que le truc en effet sur le fumble qui est récupéré par personne et qui du coup est une nouvelle tentative pour les Bears. C'est quand même. Alors après, c'est une erreur des Eagles aussi parce qu'il faut quelqu'un y recouvrir ce ballon. Hein. Mais ça fait un moment de flottement où tout le monde, moi je me rappelle, même les commentateurs US savaient pas ce qui allait se passer en fait. Non. Ils étaient en train de dire ah non mais ça va être un ballon rendu, ça va être un first down, ça va pas être un first down. Donc oui, on est toujours un peu mais c'est bien, c'est un sport vivant, c'est-à-dire qu'on découvre des trucs tous les dimanches. Et puis j'ai quand même oublié un flop, excuse-moi Alain, mais Russell Okung qui nous sort la théorie du complot après avoir fait un vilain holding en fin de match contre les Ravens, ça j'ai beaucoup aimé. Et on se défend comme on peut. Oui. Voilà. Il est l'heure d'accueillir notre invité. Alors avant de lancer le jingle, je vais le laisser faire son chemin à travers la foule parce qu'il va falloir que vous lui fassiez une place. Et je remercie Raoul Villeroy qui va lui laisser sa place. Merci Raoul et prends quelques strepsils. Et je lance le jingle pour l'invité. Et le jingle de l'invité, c'est celui de Questions pour un champion, parce que normalement, c'est le jingle des questions. Sébastien Séjean, bonjour. Bonsoir tout le monde, merci. Et ben, vous pouvez l'applaudir encore une fois. C'est pas tous les jours qu'on a à notre micro quelqu'un qui est passé par la NFL. Sébastien, vous êtes notamment passé par les Rams de Saint-Louis à l'époque. On a encore du mal à s'y faire, on dit toujours Saint-Louis à l'antenne de toute façon. Et ensuite, donc, alors ça s'est passé pendant 2 ans. Il y a eu du practice squad et vous êtes resté un petit moment. Exactement. Donc je suis arrivé en practice squad. C'était un programme qui existait grâce à la NFL Europe, donc l'anti-ligue. On va dire l'antichambre de la NFL. Donc pour les joueurs qui jouaient pas trop durant les saisons NFL, ils les envoyaient dans la ligue pour les former durant l'intersaison, donc durant le mois de mars jusqu'au mois de mai, au mois de juin. Et moi, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'être entraîné par l'équipe européenne. Donc on avait une sélection européenne avec les meilleurs joueurs juniors en Europe. Et j'étais entraîné par des entraîneurs qui coachaient dans cette NFL Europe-là. Donc quand après, je suis parti universitaire, j'ai quand même gardé contact avec eux. Et quand j'arrivais à ma dernière année universitaire, j'ai tout de suite bénéficié de la formation et aussi de l'opportunité d'avoir une place dans cette équipe Practice Squad. Universitaire au Canada, on précise. Exactement. Ça ne s'entend pas parce que vous n'avez pas récupéré le superbe accent local, mais pas mal. Universitaire au Canada. Ça vous fait toujours un petit quelque chose de voir jouer les Rams ? Oui, tout à fait. J'ai toujours eu, on va dire entre guillemets, j'adore la NFL, j'adore toutes les équipes, j'adore le foot en général, mais exactement, sachant que j'étais là-bas, forcément, j'ai une certaine familiarité avec l'équipe, même si la plupart des joueurs n'y jouent plus quand j'y étais, mais je suis souvent les résultats et je suis très content de voir l'équipe avoir des performances, même si c'est plus à Saint-Louis, mais c'est à Los Angeles. J'apprécie énormément le fait que l'équipe maintenant est quand même en play-off depuis 2 années d'affilée et il y a une nouvelle énergie dans l'équipe et des joueurs qui en veulent sur le terrain.
Et alors 10 ans après, c'est quoi le souvenir que vous gardez de votre passage en NFL ? Je garde, contrairement, et je compare souvent l'université et la NFL, ce que je retiens, c'est le côté humain. Ce que peu de personnes savent, c'est que quand on arrive au niveau NFL, la plupart des joueurs ont fini leurs études. Donc la plupart du temps, on a 24, 25 ans, on a quand même une certaine maturité. Et on est des hommes, ça veut dire que tout le monde savent pourquoi on est là pour un travail, et du jour au lendemain, on peut perdre son travail parce que les contrats ne sont pas garantis. Donc sachant que tout le monde connaisse les règles du jeu, et forcément que ça ne sert à rien de tirailler sur l'un ou tirailler sur l'autre, chacun se concentre sur ce qu'il doit faire, et si on peut améliorer l'équipe, parce que forcément son sort est lié avec celui-là de l'équipe, l'aspect humain rentre en compte, contrairement au côté universitaire où forcément on est à peu près 90 joueurs pendant 4 années, et forcément ce sont les meilleurs qui jouent. Donc moi c'est vraiment le côté humain que j'ai adoré, que j'ai apprécié, le côté familial aussi, et le côté aussi où on redonne beaucoup à la population, parce que moi j'étais à Saint-Louis et on connaît un peu Saint-Louis, sachant qu'il y a des quartiers très défavorisés. Donc on avait souvent, les mardis, c'était souvent les journées où on était off, et on avait souvent des moments privilégiés, soit dans des écoles, ou soit à l'hôpital, soit dans des lieux vraiment défavorisés pour aider les personnes, ou juste leur donner des paniers repas, ou ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai adoré à Saint-Louis, mais aussi en NFL en général. Quand on est un joueur NFL, c'est des choses qu'on fait avec les communautés. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et humainement, justement, c'est facile à vivre, juste ce côté, on peut perdre le boulot du jour au lendemain ? Oui, tout à fait, mais on est déjà prêt au départ. Donc ça veut dire que déjà, on arrive en camp d'entraînement, on sait déjà à l'avance qu'il se peut qu'on fasse l'équipe, il se peut qu'on ne fasse pas l'équipe. Et déjà, au départ, on est conditionné à ça. Donc, on dit souvent que la NFL, ça veut dire not for long. Donc une carrière est très courte. Donc, on essaye au maximum d'en profiter. Mais aussi, la chose qui est super intéressante, c'est que quand on finit universitaire, la plupart, on a gradué. Donc, on a un diplôme universitaire. Et il y a quand même un système qui est mis en place par la NFL pour que les joueurs aient quand même un système de reconversion après leur carrière. Peu importe que ce soit après 1 an de carrière, après 15 ans de carrière. C'est surtout ça le plus important, c'est l'après-carrière. Alors, je vais vous reparler un petit peu de l'époque à Saint-Louis. C'était une saison compliquée, hein, si j'ai bien regardé la bonne. C'était une saison à 2 défaites, coach viré. Comment c'était l'ambiance au quotidien dans une saison de ce genre ? De ce genre, en fin de compte, il y a 3 parties. Donc, en fin de compte, déjà, au premier temps, il y a la partie où on a le camp d'entraînement. Donc là, c'est vraiment tout le monde veut gagner sa place. Il y a quand même une émulation de groupe. Donc on veut bien faire, super bien faire. Et après, il y a la partie, on va dire, mois de septembre, mois d'octobre. Donc nous, ce qui s'est produit, c'est qu'on n'a pas eu des très bons résultats au mois de septembre. Donc après, je pense à la 3e ou 4e semaine, l'entraîneur-chef s'est fait virer. Donc c'est Jim Haslett qui a récupéré l'équipe après. Et lui, il avait un mandat de faire, je pense qu'il faut qu'il gagne à peu près 50% des matchs qui restaient pour garder son poste et pour garder le même coaching staff. Donc il est vrai que la première partie au niveau du camp d'entraînement, l'ambiance était très bonne. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans la rotation des joueurs. Quand après les 4 premières semaines sont passées, là à partir de là on a senti une certaine crispation. Une certaine crispation par rapport aux joueurs, par rapport au système de jeu, beaucoup d'interrogations. Et après la deuxième partie de la saison, tout le monde était ensemble. Même si on perdait les matchs, on savait qu'il y avait un travail qui devait être fait et il fallait tous tirer dans le même sens. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, pour nous, ça n'a pas fonctionné. Mais à la fin de la saison, tous les joueurs ont donné leur maximum. Et c'est surtout ça le plus important. Et alors, pendant cette saison et même en amont dans le camp d'entraînement, il y a un playbook à intégrer. Comment on intègre un playbook qui fait parfois plusieurs dizaines, voire centaines de pages ? Il y a des moyens mémotechniques. Comment on fait ? Ouais. Je vais prendre un premier exemple, mais une première expérience. Quand j'ai commencé le football américain, j'ai commencé au Molos d'Anières. Et on me parlait de tactique, de tracé de passe, tout ça. Et moi, je pensais que c'était vraiment du par cœur. Et en prenant un peu plus d'expérience, donc en allant après en équipe de France junior, en allant au Pôle France à Amiens, et après en arrivant universitaire, en fin de compte, petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a une philosophie de jeu. Donc la plupart du temps, quand on reçoit un playbook en NFL, on a le playbook, on a quasiment une centaine de pages. Je ne vais pas dire qu'il faut comprendre par cœur, mais il faut comprendre le concept, il faut comprendre la philosophie de jeu. Après, tout ce qui se rajoute, c'est par rapport au match qu'on joue. C'est-à-dire que chaque semaine, le playbook change. Chaque semaine, on reçoit un classeur. Donc chaque vendredi,
on redonne le classeur. Donc là, il faut qu'on ait tout mémorisé par rapport au match qu'on a le week-end. Et le lundi, on reçoit un nouveau classeur sur l'équipe qu'on va rencontrer. Donc ce qui est très important, c'est vraiment comprendre le concept, comprendre aussi l'équipe qu'on va jouer et les attentes des entraîneurs. C'est surtout là où, on va dire, l'aspect tactique, mais personnel aussi, l'investissement personnel rentre en compte, mais il ne faut pas faire du par cœur. Parce que forcément, en face de nous, on aura une équipe qui sera prête à nous jouer, donc ils vont avoir des tactiques vraiment spécifiques pour nous contrecarrer. Vous l'avez dit, vous êtes passé par Agnières, par l'équipe de France, oui. Vous êtes champion d'Europe quand même, on peut applaudir ça aussi, d'ailleurs on est champion d'Europe. Les différences aujourd'hui, pour situer, c'est une question qu'on nous pose souvent sur le site, c'est quoi la différence entre le foot français, même allemand, puisque vous avez connu l'Allemagne qui est peut-être un cran encore au-dessus, si je ne veux pas dire de bêtises, je parle sous votre contrôle, et la NFL. Aujourd'hui, c'est quoi les différences quand vous allez jouer en NFL ? Après, bon, il est vrai qu'on ne peut pas trop comparer, parce que ce sont quand même deux mondes différents. Après, par contre, où on peut comparer, c'est au niveau des joueurs et au niveau du talent des joueurs. Donc, il veut dire que en Europe, et surtout en France, on a des joueurs de qualité et techniquement parlant, on n'a rien à envier par rapport aux joueurs américains. Tactiquement parlant, au niveau de la connaissance du jeu, là oui, parce qu'eux aux États-Unis, ils commencent très très jeunes. Au niveau de la formation aussi, par rapport au bassin de joueurs qu'ils ont, eh ben, ils ont beaucoup plus de joueurs, donc beaucoup plus de compétitions, donc beaucoup plus d'opportunités de progresser plus rapidement qu'on a en France ou qu'on a en Europe. Après, il est vrai qu'avec... On a à peu près 5 millions, je pense, de personnes. La communauté de football américain en France, elle est quand même très développée, même si on n'a pas beaucoup de connexions entre nous. Mais plus que cela va se développer, plus que ce sera facile pour ces joueurs-là, et ces jeunes joueurs-là, surtout en France, de se développer et d'aspirer à faire certaines choses comme d'aller jouer au Canada ou d'aller jouer au niveau universitaire. Et il y aura peut-être des ponts, des voies de communication qui vont permettre à ces jeunes-là de partir ou même de faire venir des recruteurs ou même faire venir des entraîneurs qui vont apporter leur savoir en Europe, même si c'est déjà fait, mais on en a besoin davantage. L'équipe de France, on parlait du titre, c'est important comme vitrine du coup. Exactement, parce que c'est un travail qui a été fait déjà depuis beaucoup d'années. Je pense que l'équipe de France, ça a commencé en 1985. Donc il y a eu des précurseurs, il y a Richard Tarditz, qui est le premier joueur français qui a joué en NFL. Donc il y a eu un grand cheminement qui a été fait durant toutes ces années grâce à la NFL Europe. Donc là il y a eu un second souffle. Donc on a eu beaucoup de joueurs comme Samir Hamoudi, Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma, Laurent Marceline, Cédric Cottard, Patrice Cancel. Il y a énormément de joueurs qui sont passés par cette ligue-là, qui a permis en fin de compte de passer du groupe B au niveau Europe, de passer après au groupe A au niveau Europe et après de participer à la première Coupe du Monde en 2003. Moi j'ai eu la chance, je dis souvent, j'ai eu la chance de participer à cette première Coupe du Monde. J'étais tout jeune, je sortais tout juste des juniors. Et après ça nous a pris quasiment presque 15 ans pour gagner un premier titre international. Donc il veut dire que c'est un cheminement, c'est un travail qui est fait déjà au niveau des clubs. Et quand je dis au niveau des clubs, c'est pas juste au niveau des clubs de première division ou d'élite, c'est déjà au niveau régional et au niveau junior. Parce qu'avant on avait juste des équipes juniors équipées et après il y a eu le développement. Là maintenant on a des équipes cadets, des équipes minimes. Donc déjà ça commence déjà à ce niveau-là. Pour qu'après on ait des équipes de France junior compétitives, une formation de ces joueurs-là. Et après certains de ces joueurs-là partent à l'étranger, comme j'ai fait, mais il faut avoir quand même une certaine aspiration pour les faire revenir après. Donc ça, c'est un gros travail que la Fédération française a fait depuis une décennie. C'est pas évident, mais ça fonctionne parce que on a remarqué qu'on a participé quasiment aux plus grandes compétitions majeures les dernières années. Toutes les Coupes du Monde, tous les championnats d'Europe. Et c'était un grand succès en 2017 où on a gagné les World Games et on a concrétisé l'année dernière avec le championnat d'Europe. Cette NFL Europe, elle manque un peu en termes de passerelle parce que c'est vrai que ça avait envoyé beaucoup de gens dans des camps d'entraînement. Exactement. La NFL Europe, quand ça a fermé, donc c'est quand je suis arrivé en NFL, ça a coupé. En fin de compte, il y a vraiment une coupure. Il faut comprendre que le football américain, tel qu'il est en ce moment, c'est un système très politique. Ça veut dire qu'on a des fédérations internationales, on a des fédérations continentales. Et quand il y avait la NFL Europe, forcément, sachant que les équipes étaient principalement en Allemagne, et forcément, les joueurs préféraient mieux jouer en NFL Europe que jouer dans le championnat allemand. Donc ça interférait un peu le championnat allemand, donc ce qui fait que c'était un peu compliqué pour le championnat allemand pour se développer, même s'il était de très bonne qualité. Quand la NFL Europe a fermé, ça a aidé au championnat allemand de récupérer les joueurs, de récupérer, on va dire, la place par rapport aux sponsors. Donc ça, à ce niveau-là, ça a aidé, on va dire, au niveau développement, mais à court terme.
pour le championnat allemand. Mais il est vrai que la NFL Europe, d'avoir une ligue professionnelle en Europe, mais vraiment en tant que telle, et aidée par la NFL, ça serait que bénéfique pour la pérennité du football américain en Europe, pour le développement du football américain en Europe, et pour avoir des joueurs français qui jouent au plus haut niveau et de jouer en NFL. Alors aujourd'hui, s'il y a un jeune joueur français qui vient vous voir, qui vous dit je veux faire comme toi, je veux aller en NFL un jour, vous lui donnez quoi comme conseil? C'est quoi le parcours? Est-ce qu'il faut encore passer, parce qu'on parlait de Richard Tarditz, il était à Georgia, est-ce que le Canada ou une fac US, c'est encore un passage obligatoire? L'université, c'est un passage obligatoire, je pense. Avant, oui, c'était possible grâce à la NFL Europe, mais aujourd'hui, c'est la seule solution. Donc, c'est de passer par l'université américaine, c'est le plus facile, mais c'est aussi pour l'après-carrière. Parce que si un jeune vient me voir, la première chose pour moi, c'est l'éducation, avoir un diplôme, avoir un travail. C'est surtout ça le plus important pour son avenir. Après, s'il peut jouer professionnel, s'il peut jouer en NFL, je suis tout à fait d'accord et je vais le pousser à 110%. Mais le plus important, c'est d'avoir une très bonne éducation, d'avoir des diplômes et d'avoir un travail derrière, d'avoir au moins un pied à terre. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il peut se retrouver, il peut se dire, ok, d'accord, un joueur peut avoir tout le talent pour aller jouer en NFL sans passer universitaire. Il va jouer en NFL, mais quand il finit en NFL, il faut qu'il se trouve un travail. Et quand on se retrouve à 26, 27, 28 ans ou même à 30 ans sur le marché du travail sans expérience, c'est compliqué. C'est pas juste dans le football américain, c'est dans tous les sports en général. Donc c'est surtout ça le plus important. Le premier conseil que je vais lui dire, c'est déjà d'écouter ses entraîneurs. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Peu importe lesquels, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'être un coéquipier modèle. Ça, c'est quelque chose de très important et d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est le foot américain qui me l'a appris. C'est vraiment d'avoir le sourire, d'avoir du fun tous les jours. Et le foot américain, sachant que c'est un sport de contact, forcément, il faut aimer ça. Mais il y a des moments où c'est un peu plus dur. Donc, quand on a un coéquipier à côté de soi qui peut nous aider ou qu'on peut aussi encourager, c'est toujours plus facile. Donc, ça serait le premier conseil, ça serait l'éducation, donc les études en premier. Et s'il peut avoir le sport à côté, c'est quelque chose de super intéressant. Et aussi avoir du fun dans ce qu'il fait et d'écouter les entraîneurs. Et vous êtes un bon exemple au niveau de la reconversion. Alors je vous laisse, si vous avez envie de révéler ce que vous faites ou pas, je ne veux pas donner tous les détails, ça vous appartient. Mais aujourd'hui, vous avez un travail à côté et vous êtes quasiment pleinement reconverti. On ne sait pas encore si vous allez continuer en équipe de France. Vous nous disiez ça un petit peu hors antenne. Mais voilà. Mais aujourd'hui, vous avez une situation à côté et vous faites quelque chose qui vous plaît et vous avez une situation à côté du football et vous êtes retombé sur vos pieds. Exactement. Donc ça, c'était quelque chose vraiment et j'ai vraiment, je ne vais pas dire été chanceux, mais j'ai vraiment été accompagné par la fédération par rapport à ça. Donc quand je suis revenu des États-Unis, donc j'ai passé presque 2 ans à Amiens. Donc je me suis occupé du pôle France de football américain avec la direction de la fédération française et avec Steve Gerson qui s'occupe maintenant, qui est le directeur du pôle France de football américain. J'ai passé un DGEPS, donc forcément je suis repassé par les études et par le ministère des Sports. Et grâce à ça, par la suite, je me suis dit ça serait bien d'aller jouer en Allemagne, de continuer à jouer quand même à un certain niveau. Et là-bas, il y avait toujours cette optique-là, continuer à me former, continuer à avancer dans la vie. Et j'ai commencé au plus bas de l'échelle comme vendeur dans une boutique. En Allemagne, je parlais pas allemand, je parlais qu'anglais dans une ville qui s'appelle Dresde. Et j'ai monté les échelons très rapidement. Et voilà quoi. Maintenant, je travaille dans le monde de la mode. Tout ce qui est santé et sécurité. J'adore mon boulot et c'est une passion aussi. C'est une passion comme le foot américain. Mais voilà quoi, donc la reconversion est possible et la même énergie qui était mise dans le football américain, la même perception, j'ai la même au niveau du boulot. Donc j'ai toujours le sourire et la bonne humeur. Et je tiens à le préciser parce qu'il y a notre public du Hard Rock Café qui le voit, mais nos auditeurs qui vont écouter l'émission, en effet, il faut préciser que Sébastien Séjean est la personne la mieux habillée dans la pièce. Je ne vous fais pas injure à nos auditeurs, mais Sébastien a quand même un superbe costume parfaitement taillé avec les bouts du col de la chemise qui sont parfaitement adaptés à la veste. Je tiens à le notifier quand même, avec la petite pince à cravate, la petite pochette assortie. Enfin, c'est parfait. Donc voilà, c'est vrai qu'on se sent un peu mal au niveau du vêtement quand Sébastien est rentré dans la pièce. Je suis invité, j'ai pas le choix. Donc donc ça se voit. C'est vrai que vous aimez la mode quand même. Vous êtes très très bien habillé. Je tiens à le dire, Sébastien. Il n'y a pas de fashion faux pas. Il n'y a pas de fashion faux pas. Voilà. Merci Grégory. Je cherchais le mot. Et aujourd'hui, vous avez toujours des contacts avec certains de vos anciens coéquipiers? Oui, toujours en contact. Je suis surtout en contact avec Chris Draft.
Il a arrêté sa carrière, je pense, en 2010-2011. Il a joué linebacker pour les 49ers de San Francisco. Après, il a joué pour les Rams. Il a joué aussi pour les Carolina Panthers. Je pense qu'il a fini sa carrière au Washington Redskins. Je ne suis pas trop sûr. Et en fin de compte, c'est un joueur qui a étudié à l'université de Stanford. Et il a une association contre le cancer. Parce que sa femme est décédée d'un cancer, je pense en 2012. Et quand on a eu le championnat du monde junior de football américain, donc quand j'étais encore au Pôle France de football américain en formation, et ben on est parti aux États-Unis avec l'équipe de France junior au Texas, à l'université des Longhorns. Et il m'avait envoyé un message parce qu'il n'était pas très loin et il est venu nous voir. Il est venu nous voir les joueurs. Et en fin de compte, on est resté en contact, on est encore en contact. Il fait encore partie du board de certains événements avec la NFL, surtout liés aux associations contre le cancer. Donc avec lui, je suis encore en contact. Après, je suis encore en contact aussi avec Mr. Irrelevant 2008. Donc c'était mon coéquipier aux Rams, donc c'est David Vobora. Il a une association, mais c'est aussi son travail pour la réhabilitation physique des personnes qui sont accidentées ou des anciens militaires, donc ils ont perdu des membres. Donc on peut voir, il faut juste taper sur Instagram David Vobora et on peut retrouver tout de suite sur Instagram les informations et son camp d'entraînement. Il a été reçu par différentes chaînes de télévision et aux États-Unis pour expliquer un peu ce qu'il faisait. Donc je suis encore en contact avec. Après, je suis plus trop en contact avec lui, mais c'était le deuxième choix au draft, Chris Long, qui joue pour les Eagles. Champion dernier. Exactement. Lui aussi, il travaille énormément. Je pense que la plupart, vous avez remarqué qu'il travaille énormément pour les communautés et il reverse son salaire aux communautés. Et je pense qu'il y a une vidéo, un genre de série qui dure à peu près 5 épisodes, qui est sur NFL Network, où il monte le Kilimandjaro avec des anciens joueurs NFL. Donc voilà quoi. Donc oui, je suis encore plus ou moins en contact. Après, il y a Eric Bassey, c'est un ancien DB qui a joué à l'université d'Oklahoma. Je pense qu'il coach aussi dans l'Oklahoma. Voilà, certains joueurs, je suis encore plus ou moins en contact grâce aux réseaux sociaux, à cause de la distance. Ouais. Ouais, ça aide, ouais. À l'époque, je rappelle un petit peu quand même pour ceux qui sont pointus sur les Rams, je ne montre personne du doigt, mais c'était Mark Bulger, le quarterback titulaire. Il y avait Steven Jackson, Torrey Holt était encore là quand même, qui est un futur Hall of Famer. Il y avait Richie Incognito aussi dans l'effectif. Oh oui. Alors, t'es toujours en contact avec lui ou pas? Non, je suis. En tout cas, il faisait beaucoup de blagues sur tout le monde. Et pas trop sur moi parce qu'il se disait je vais laisser un peu tranquille le français. Ah, je m'attendais à des blagues sur les Français justement. Non, du tout. En tout cas, c'est un joueur qui mettait beaucoup d'intensité même à l'entraînement. Donc c'est déjà arrivé qu'il avait quelques bagarres, mais j'avais jamais remarqué qu'il avait le moindre problème ou quoi. C'était un joueur qui se donnait à 100%. Après, il est vrai qu'il y a eu certaines histoires ces dernières années quand surtout il était à Miami. Par rapport à un autre joueur. Donc à partir de là, je sais pas, on peut pas trop juger, sachant qu'on n'est pas à l'intérieur. Mais l'expérience que j'ai eue avec lui, c'était quand même un mec sympa. C'est pas un mec qui posait vraiment problème. C'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'intensité dans ce qu'il faisait. Steven Jackson, Torrey Holt, alors Torrey Holt notamment, qui est un futur Hall of Famer. Vous avez eu à le couvrir? Très dur à couvrir et on me disait couvre-le pas, va couvrir les autres receveurs ou le tight end, mais vas-y pas. Je pense le premier entraînement quand je suis arrivé sur le terrain, au camp d'entraînement, il avait commencé à faire du yoga et il avait mis ses coudes au sol et il avait mis sa tête et il faisait en fin de compte la planche. Et là, quand je suis arrivé sur le terrain, la première image que j'ai vue de Torrey Holt, c'était ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il fait un contre 1. Et en faisant un contre 1 contre une recrue, et pourtant une bonne recrue comme corner, il fait un slant. Et j'ai Mark Bulger, je pense que c'est l'un des QB de sa génération qui avait le bras le plus puissant. Et il fait un catch à une main, mais c'est comme s'il était du côté gauche, donc il part vers la droite sur un slant. La balle arrive plein de billes et il sort sa main droite et il fait un catch à une main. Donc quand tout le monde dit Odell Beckham, il fait des catchs à une main, tout. Je pense qu'il y avait déjà des joueurs avant qui le faisaient. Ouais. Mais Torrey Holt, oui, très très bon. Le joueur qui m'a le plus impressionné au niveau des receveurs, c'est Dante Hall. D'accord. Dante Hall, joueur petit format, mais extrêmement rapide.
et surtout sur les petits tracés. Tout à l'heure, j'entendais parler un peu, c'est une équipe, c'est quelle équipe encore qui manquait ils n'avaient pas un joueur qui allait chercher les Seahawks. Voilà, exactement, les Seahawks. C'est un joueur, par exemple, qui était tout à fait dans ce registre pour aller faire des petits tracés, pour ouvrir des espaces sur les tracés profonds, ou peut-être les tracés profonds lui ouvraient des espaces sur les tracés courts. Dante Hall, il était extrêmement dur à couvrir. Moi, je n'arrivais pas à le couvrir. Après, je m'en rappelle encore d'une petite anecdote. Orlando Pace, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissaient. Vous connaissez bien, je pense qu'il est déjà au Hall of Fame, au futur Hall of Famer. Oui, il doit pas être. S'il ne l'est pas, il sera bientôt. Exactement. Je me rappellerai toujours, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il parlait pas beaucoup. Et je me retrouve dans le jacuzzi tout pour la récupération. Et là, il est tout seul. Je suis ok, bon, j'y vais. Tout. Et là, je lui pose une question. Je lui dis oui. Toi, quand tu as été drafté, premier choix au draft, tu gagnes le Super Bowl avec Dick Vermeil. Combien de temps tu avais planifié de jouer en NFL? Il m'a répondu directement, j'ai planifié de jouer au moins 15 ans et être Hall of Famer. Tranquille, quoi. Voilà. Et calme et humble. Il était humble quand il me l'a dit. Donc voilà quoi. Donc la plupart des joueurs qui sont en NFL, ils ont déjà un projet sportif, mais la plupart, ils ont un projet de vie aussi. Et à l'inverse, il y avait, parce qu'il y a Orlando Pace, calme, etc. Et à l'inverse, il y avait le cliché du joueur NFL, superstar, diva, etc. Je cherche, parce que c'était quand même une saison difficile. C'est vrai qu'il n'y avait pas de quoi pavoiser, a priori. Joueur diva. Non, pas vraiment. De mémoire, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un entraîneur en NFL, et il y a un reportage qui a été tourné sur moi quand j'étais en NFL, et Jim Laslett l'explique très bien dans le reportage, c'est qu'en fin de compte, il doit travailler avec quasiment 63 joueurs qui viennent de différents endroits, de différentes cultures. Ils ont un football qui est différent. Et il faut qu'il fasse travailler ces joueurs-là ensemble, aussi bien pour la performance, mais aussi les faire cohabiter ensemble, ce qui est extrêmement dur. Donc il est vrai qu'il y a une chose qui m'a marqué quand j'étais en NFL, c'est que même Mark Bulger, même Steven Jackson, quand on était sur les terrains, les joueurs, on nous appelait par nos numéros. On nous appelait jamais par notre nom ou par notre prénom, tout le temps par notre numéro. Même Torrey Holt, il l'appelait par son numéro sur le terrain. En dehors du terrain, on nous appelait par nos prénoms. Mais sur le terrain, peu importe le salaire qu'on touche, peu importe le statut qu'on a, on nous appelle par notre numéro. Et c'est vrai que c'est quand même une équipe, tu parlais d'Orlando Pace, il n'y a pas la Roy Glover à cette époque-là, il y a quand même de bons cadres dans cette équipe. C'était sa dernière année, il y avait encore Leonard Little, James Hall qui a fini quelques années après, donc c'était vraiment des joueurs que s'il y en avait un qui commençait à avoir le melon, ils étaient derrière pour lui rappeler. Une dernière question, Sébastien. Les playoffs sont en cours, les Rams sont en playoffs. Un pronostic, est-ce que les Rams vont au bout ou alors est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre aller au bout? La NFL, c'est quelque chose de très aléatoire. Donc je pense réellement qu'ils ont une chance d'aller au bout. Maintenant, c'est les derniers matchs qu'ils ont fait en saison régulière. Ils n'ont pas fait des très bons matchs parce que je ne sais pas si c'est lié peut-être à un excès de confiance ou par peut-être de la fatigue. Parce qu'il faut comprendre qu'une saison NFL, comme j'ai dit, il y a 3 parties d'une saison NFL et les playoffs, toutes les équipes augmentent leur niveau de jeu. Donc les Chargers, c'est une équipe que je vois vraiment peut-être aller loin parce que c'est une équipe qui a une très grosse défensive. Ils ont un très bon backfield. C'est pas parce que je suis demi-défensif, mais ils ont un très très bon backfield. Ils ont Philip Rivers aussi. Les Patriots, il faut jamais oublier les Patriots, mais ils sont très dépendants de Gronko. Et voilà quoi, ça risque d'être un peu compliqué. J'aimerais bien voir Kansas City, ce qu'ils vont être capables de faire. Il faut pas oublier qu'ils ont perdu Kareem Hunt entre-temps, donc pour des histoires qui ne sont pas sportives. Et en revenant à ta question, excuse-moi, concernant les Rams, je pense vraiment qu'ils peuvent aller loin, mais ça sera par rapport au choix de jeu. Et il faudra vraiment être pragmatique dans les tactiques qu'ils vont envoyer. Parce que des fois, voilà quoi, on peut jouer au foot en ayant du fun, mais il faudra vraiment, je pense, établir le jeu de course. Et s'ils ont un jeu de course qui fonctionne bien, sans faire de trick play, et faire courir le running back qu'ils ont, je pense vraiment qu'ils peuvent aller très très loin. Super Bowl ou pas alors? Allez, faut se mouiller. Il faut que je me mouille.
Bah, je vais dire oui parce que ça va faire bizarre aux personnes si je dis non. C'est pas le choix. Non, je pense vraiment qu'ils peuvent aller très très loin. Mais ça dépend du match de ce week-end. En fonction du match de ce week-end, sachant en plus qu'il faut comprendre que plus qu'on enchaîne les matchs, des fois on pense qu'on accumule de la fatigue. Au contraire, plus qu'on enchaîne les matchs, plus qu'on a la rapidité pour enchaîner les matchs. Là, le fait qu'ils ont eu un bye week, donc une semaine pour récupérer et tout, peut-être ils vont être un peu rouillés au début du match pour se mettre dedans. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que si ce week-end ils gagnent, et gagnent avec la manière, et surtout avec un jeu de course qui est quand même leur point fort établi, je pense qu'il y a un moyen qu'ils aillent jusqu'au bout. Eh ben, merci beaucoup Sébastien, on peut l'applaudir encore une fois le Hard Rock, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis comme promis, on va passer un petit peu dans la salle. Alors Camille, tu vas m'allumer le 4e micro. On va passer un petit peu dans la salle. Sébastien, si vous voulez rester avec nous, le public pourra vous poser aussi quelques questions. Moi, je vais retirer, hop, ça. Est-ce que tu m'entends, Camille, dans celui-là ou pas? Alors, est-ce qu'on est bon? Je vais juste prendre mon câble. Hop là. Alors, c'est l'instant animation de mariage où je me balade. Avec le câble, j'ai l'impression d'être un présentateur télé des années 90. C'est le cas. Merci beaucoup. Oui, on a un micro vintage en plus. Qui veut poser une question? Levez la main, je tourne. Allez, donc ça peut être pour nous, pour Sébastien, n'hésitez pas. Alors, le prénom et l'équipe, c'est les Jets, a priori. Oui. Alors, bonsoir Sébastien. Une question pour Sébastien. J'ai une question. Récemment, on a eu Anthony Maungu et Anthony Dablé. Eux, malheureusement, ils n'ont pas pu vraiment accéder, être longtemps dans leur équipe. Qu'est-ce qui leur a manqué par rapport à toi? Je pense qu'il leur a rien manqué. Je pense qu'ils sont plus talentueux que moi, en toute honnêteté. Et après, c'est une histoire d'opportunité, en fait. Je pense réellement que pour les deux Anthony, et je pense qu'Anthony Maungu, il a encore l'opportunité de jouer en NFL, parce que même si il a été remercié à la fin du camp d'entraînement des Eagles, je pense qu'il a encore une opportunité l'année prochaine pour y arriver, parce qu'il a tout le talent pour y arriver. Après, c'est juste une question d'opportunité, et surtout dans l'équipe où il arrive, et aussi avec le système qui va être mis en place. Si c'est un système qui le met en valeur, ou si c'est un système, en fin de compte, qu'il faut qu'il soit peut-être un joueur beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide. Tout dépend du système aussi. Mais en toute honnêteté, je pense que ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux que moi, mais ils se sont retrouvés dans des équipes quand même très compétitives. Les Falcons et les Giants pour Anthony Dablé, les Eagles qui sont champions en titre. Pour Anthony Maungu, c'est quand même du très très haut niveau. Donc en tant que receveur en plus, sachant qu'une équipe fonctionne qu'avec 6 receveurs ou maximum 7 receveurs, le challenge est quand même très élevé. Mais il y a moyen, je pense, pour Anthony Maungu. Il y a encore moyen. C'est un peu ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément d'opportunités, nous Français, d'aller en NFL. Mais généralement, quand on y va, on choisit. Enfin, j'exagère un peu, mais on choisit pas les meilleurs spots, parce que je reprends justement ton passage chez les Rams. T'as quand même quelques bons joueurs sur le poste de safety. Il me semble qu'il y a du Oji Atogwe, t'as du Corey Chavez qui était encore pas trop mal, qui aujourd'hui est spécialiste draft. Et c'est vrai qu'on a la sensation qu'en effet Anthony Maungu qui choisit des équipes avec des bons receveurs, Anthony Dablé aussi, ça joue aussi ce côté un petit peu chance, endroit où tu tombes et ce qui suit derrière, quoi. Exactement, c'est quand même compliqué, et il y a une part de chance qui rentre en compte. Et après, peut-être cette année, peut-être pour Anthony Maungu, ça n'a pas fonctionné, mais ça peut qu'être un très bon challenge pour lui. Parce que là, et j'en suis sûr et certain qu'il va signer avec une autre équipe. Et toute l'expérience qu'il a acquis durant cette période, et aussi durant la période où il n'a pas joué, c'est quelque chose qui va l'aider énormément. Donc je pense vraiment que... Mais après, voilà, tout dépend de l'agent, parce qu'après, il y a une partie assez business où on a un agent qui rentre en compte, et il faut avoir une place pour soi dans le roster. Et après, voilà, quoi, sachant en plus qu'on est français, c'est un peu compliqué, je ne vais pas dire de choisir son équipe, mais d'avoir un peu plus d'opportunités et un peu plus de choix. Merci beaucoup pour cette très bonne question. Qui a d'autres questions? Alors attendez, on va faire au plus près. Écoute, alors je décris parce qu'on nous avait annoncé, il y a des t-shirts Sam Darnold dans l'assistance, il y a quand même une grosse communauté Jets. Donc ton prénom, l'équipe préférée c'est les Jets, et la question, pour qui tu le souhaites? Je suis Max, pour ceux qui suivent sur Twitter, je m'occupe du compte des Jets, voilà. Alors ma question est plus question draft. On a parlé de qu'est-ce qui manquait à des équipes comme les Ravens
pour arriver à entourer Lamar Jackson. Qu'est-ce qui manque à des équipes comme les Jets, comme les Cards, tout ça. On est sur une draft qui est une draft très défensive. À mon sens, il n'y a pas un receveur à prendre avant le pick 20, pas un running back avant le pick 25. On a Jonah Williams dans le top 10 peut-être. Qu'est-ce que vont faire ces équipes qui ont besoin de potentiel offensif et pas forcément de D-linemen ou de corner, etc. C'est donc une question pour Grégory. Écoute, t'as dit beaucoup de choses. Dans l'absolu, c'est sûr qu'on va voir comment ça évolue au fil des semaines. Mais oui, en effet, il n'y a pas des mauvais tackles de ce qu'on voit. Ce qui peut être une bonne chose pour les Jets, en l'occurrence, parce que je pense qu'il y aura quelques besoins malgré tout. Même si Beachum et Shell, c'est ça, n'ont pas eu que des mauvais passages. Mais je manie l'euphémisme, hein, mais voilà, tu m'as compris. Mais voilà, c'est sûr qu'en dehors de la ligne, oui, ça va être un petit peu compliqué. Je te rejoins à peu près sur l'estimation des receveurs et des running backs. Il faudra peut-être plus attendre le deuxième jour pour récupérer quelque chose d'intéressant. Ouais. Merci beaucoup. C'est Jets FR, hein, c'est ça le compte? C'est bien ça. Une question, alors je me suis déplacé, voilà, je me disais bien qu'il y avait une main qui s'était levée par là. J'ai peur parce que je suis près de l'enceinte, j'ai peur du Larsen. Le prénom et la question. Anthony, alors moi je suis fan des Cowboys, hein, désolé Sébastien. Dak Prescott arrive en fin de contrat. On sait qu'il a un salaire actuellement autour de 780 000 $. Combien estimez-vous qu'il puisse obtenir? Et est-ce que vous pensez aussi que Dak Prescott peut conduire Dallas à gagner le Super Bowl? Alors il y a Mathieu dans l'assistance qui fait des grands signes de main en disant non, il ne peut pas. Moi j'irai pas jusque là, c'est un quarterback solide si ça marche autour, si les conditions sont réunies. Joe Flacco l'a fait. Joe Flacco a gagné un Super Bowl. Eli Manning aussi. Après tout, et Eli Manning en a gagné 2, donc voilà, pile au moment où Raphaël est parti chercher la boire. Donc voilà, Grégory, est-ce que Dak Prescott peut les faire gagner et combien le contrat? Alors contrat, moi j'avoue que c'est pas mon grand domaine de prédilection, de toute mais façon, c'est forcément lié à tout ce qui est inflation au niveau du poste de quarterback. On voit des quarterbacks qui sont pas forcément élites à l'heure actuelle et qui pourtant ont leur contrat qui augmente. Donc malheureusement, je pense que Dak Prescott, au moment de négocier, il va regarder ce qu'a pris son prédécesseur et puis son agent va poser ça sur la table, le fameux business dont parlait Sébastien tout à l'heure, et il va dire vu l'augmentation du salary cap, etc., et vu ce qu'a touché cet autre joueur, nous on peut prétendre à cette somme-là. Bon, après je sais pas, ce sera peut-être aux alentours de 15-20 millions la saison. Oui, j'allais dire 20. Ouais. Étant raisonnable. J'allais dire 20 aussi minimum, donc ça va augmenter sérieusement. Ouais. Merci beaucoup, on espère. Mais bonjour, moi, Raphaël, je pense que Eli Manning était nul, hein, pour information. Ah oui, désolé, on a taclé Eli Manning pendant l'absence de Raphaël. Mais moi j'y crois pour qu'il puisse les mener à un Super Bowl. Moi j'aime bien le côté clutch sur certaines phases, même s'il n'est pas dominant sur tous les matchs. Non, on a vu quand il était bien entouré, et là en l'occurrence il a une bonne défense, il a un jeu au sol et il commence à avoir des bons receveurs. Honnêtement, on lui demande pas de faire 400 yards par match. Hein. Il y a de quoi largement. J'exagère, je grossilterai encore une fois, mais Brad Johnson et Trent Dilfer ont gagné un Super Bowl à l'époque. Hein, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un. Et Dak Prescott est quand même relativement solide. Oui, il fait pas 3 turnovers par match, donc il peut parfaitement le faire. Il n'y a pas de raison. On a une question juste devant moi. Prénom et question. Goran. En parlant de contrat. Il y a eu de plus en plus de contrats à majorité garantie. Je pense à Cousins et à Aaron Rodgers. Est-ce que ça va continuer justement cette tendance ou pas? Et qu'est-ce que t'en penses, Sébastien, en fait? Est-ce que ça va s'étendre aussi aux autres postes? Moi, je pense que de toutes les façons, les équipes ne vont pas prendre de risques énormes. Dans un contrat garanti, il y a des clauses. C'est-à-dire que oui, il y a un montant que le joueur touche garanti. Mais si le joueur se blesse, si le joueur ne performe pas, le montant, oui, est garanti, mais il est sous condition. Donc qu'on le veuille ou non, les équipes pourront augmenter le montant qui est garanti, mais il n'est pas vraiment garanti. Donc ça, c'est juste pour faire bien sur le papier, le contrat est garanti, le joueur va jouer 5 ans pour nous, puis voilà, mais le contrat n'est pas si garanti que ça. Donc quand on voit, j'ai vu un peu les choses sur Instagram par rapport à Kurt Cousins qui ils disent qu'il a fait un braquage par rapport aux résultats qu'il a eu, mais le contrat n'est pas garanti. Et de toute façon, un joueur, quand il joue en NFL, il joue pour gagner, même s'il se fait de l'argent, mais avec les risques qu'un joueur prend sur le terrain, il le fait pas pour rien. Et il le fait surtout pour gagner. Il le fait pas juste pour prendre l'argent et après, au bout de 5 ans, de partir.
Juste, si tu permets, vu qu'on parle des contrats, comment tu juges la considération, je dirais, des safety en NFL? On a l'impression que c'est un peu le parent pauvre en défense. On insiste beaucoup sur le pass rush, forcément, de par le jeu hyper aérien. Les linebackers, notamment, parce qu'ils savent de plus en plus couvrir. Les corners, forcément. Est-ce que pour toi, les safety, je dirais pas, sont laissés de côté, mais comment tu juges leur considération au sein de la ligue? Est-ce que ça a évolué selon toi? Ça a évolué les dernières années, mais je pense que c'était déjà une question. Je me rappelle avec mon agent, on en avait parlé en 2009, que Oje Atongwe, c'était un joueur que normalement, techniquement parlant, c'était un pro bowler, mais voilà, il n'était pas appelé, il était underrated. C'est-à-dire que, mis à part, grâce à des joueurs qui ont fait évoluer, je ne vais pas dire évoluer, mais qui ont mis vraiment de la lumière sur la position, comme un joueur comme Ed Reed, un joueur aujourd'hui, mais même là on n'en parle pas beaucoup, mais un joueur qui s'appelle comme Eric Weddle, même si il a perdu le match la semaine dernière avec les Baltimore. C'est vrai que ce sont des positions qui sont underrated. Tu avais Paul Amalou aussi à l'époque, je pense qu'il a beaucoup contribué aussi à l'émergence du poste. Exactement, mais je pense que ça restera le cas pour les prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est une position où, oui d'accord, on est capable de faire des big plays, mais c'est une partie qu'on ne voit pas à la télévision. Ça veut dire que quand, par exemple, on a les caméras sur le début du jeu, c'est pas une partie qu'on remarque réellement. On va remarquer les O-line, les D-line, on va remarquer les linebackers, des fois les corners, mais les safety, on ne voit pas vraiment dans le cadre de la caméra. Donc, ce qui fait que forcément, même là, on peut pas trop, même dans le sens de l'analyse du jeu, on va toujours parler des autres positions, mais en dernier, on va parler des safety. Une question suivante. Alors, il y en a partout. Ah ouais, mais les membres de l'équipe s'y mettent aussi. Alors, allez, on en a de là. Prénom, question. Ouais, moi c'est Miguel et j'avais une question pour Sébastien Séjean sur les coulisses d'un match. Comment ça se passe quand, dans votre cas, l'attaque joue? Est-ce que vous avez des discussions tactiques sur les ajustements défensifs, etc. Comment ça se passe vraiment pour analyser le match pendant que le match se joue? Et aussi, pendant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ouais, merci Miguel pour la question. À tous les niveaux, que ce soit en NFL, que ce soit universitaire, que ce soit en France, en élite, en régional, en junior, ça fonctionne tout en la même façon. C'est-à-dire que quand l'attaque est sur le terrain, les joueurs défensifs sont en dehors du terrain et on fait une analyse directement à chaud de ce qui s'est passé sur le dernier drive. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont en dehors du terrain qui ont remarqué des choses, mais de toutes les façons, quand on ressort du terrain, le coordinateur défensif vient ou la personne l'assistant coach vient et il discute avec les joueurs sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Après, s'il y a des ajustements à faire, les ajustements sont faits par les entraîneurs de position. C'est-à-dire que l'entraîneur D-line va parler avec la D-line, des linebackers parler avec les linebackers et les DB va parler avec les DB. Mais il y a toujours une constante communication parce que le foot américain, c'est un sport de communication. C'est-à-dire que des fois, on voit que quand il y a un match, même en NFL, il y a un bruit énorme, on ne s'entend pas. Donc il y a énormément de signaux. Ça, ce sont des choses qu'on ne perçoit pas à la télévision, mais on se fait énormément de signaux. Donc ce qui fait que oui, la part de communication est très importante pour s'ajuster parce que l'équipe en face va s'ajuster par rapport au jeu qu'on fait. Donc oui, tout à fait. Et juste, tu avais un Jim Haslett qui a pris la place donc, de Scott Linehan l'année où tu es là. Il était coordinateur défensif. Alors je sais qu'il y a une histoire avec Rick Venturi également qui a pris plus de responsabilités. Exact. Mais en l'occurrence, Jim Haslett, quand c'est comme ça, il fait quoi? Il gère la défense? Comment ça se passe quand tu as un head coach qui a quand même des responsabilités au niveau de la défense? Il y a une articulation particulière, pardon. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il s'occupait vraiment de la défense. Donc quand après on arrivait au meeting, enfin c'est Rick Venturi qui a pris le relais avec David Baker, je pense le coach de la D-line. Et Jim Haslett était vraiment comme head coach, mais il avait un regard sur tout. C'est-à-dire qu'il savait les jeux qui s'étaient envoyés en offense, il savait les jeux qui s'étaient envoyés en defense. Mais en NFL, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'un head coach est comme un chef d'orchestre. Et c'est vraiment les coachs, les coordinateurs qui gèrent leur attaque et leur défense, et les coachs de position qui mettent en application ce que demandent les coordinateurs. Donc il y a vraiment une hiérarchie qui est faite. Et en termes de communication, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sort du terrain, au début, il y a le coordinateur qui nous parle, et après, on part avec petite unité. Mais des fois, ça arrive qu'on ne voit même pas ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est là en train de parler, et tout d'un coup, il y a une interception, il faut qu'on retourne sur le terrain. Même chose pour l'attaque. Des fois, ils parlent entre eux, et on fait une interception, et là, tout de suite, il faut qu'ils aillent sur le terrain, mais ils ne le savaient même pas. Donc voilà. On va prendre encore quelques questions. Le prénom et la question. Pierrick, c'est une question pour Sébastien. Tu nous as parlé des qualités techniques entre les joueurs français et les joueurs américains qui pouvaient être à peu près les mêmes. Qu'en est-il au niveau physique
Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que toi, tu as dû t'entraîner beaucoup plus ou tu es arrivé et ça allait déjà? Tant sur la vitesse que sur ce que tu pouvais pousser. Voilà. Ouais, excellente question, Pierrick. En fin de compte, c'est un cheminement. Donc, de toutes les façons, on peut pousser énormément en salle, on peut courir très vite, on peut sauter très haut. Et à haut niveau, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas la compétence ou peut-être on n'a pas le recul pour bien comprendre les tactiques. Donc oui, il y a un aspect physique. Après, il y a un aspect, je pense, aussi tactique. Mais il y a surtout un aspect mental. Donc il est vrai dans ta question, quand tu dis l'aspect physique, il est vrai qu'aux États-Unis, ils apprennent très tôt à jouer au foot américain. Mais nous, on a une faculté, et surtout en France, et c'est quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais au Canada et quand je suis arrivé en NFL, c'est que, je pense que la plupart ont à peu près le même âge. Et quand on a commencé le sport à l'école, en EPS, on a tous connu l'UNSS et on nous montrait comment faire un monté de genoux, un talon-fesse, la coordination. Et je pense qu'un très bon joueur de foot américain, c'est comme un très bon joueur de basket. Il faut qu'il ait une très bonne coordination. Et en France, et surtout en France, je pense que le système sportif et le système amateur, il est fait pour que nos enfants, et quand on grandit, qu'on ait une très bonne coordination. Donc je pense que oui, il y a un aspect peut-être physique, être grand, être musclé, mais il y a surtout un aspect de coordination qui est très bonne, qu'il faut prendre en question pour le développement de l'athlète et pour que le joueur performe à très haut niveau. Merci beaucoup. Une question de Guillaume, membre de l'équipe, mais on autorise, allez. Moi, je voulais poser une question à Raoul, savoir si c'était l'année où Rivers allait enfin arriver à la cheville d'Eli Manning et son rappel de 2 Super Bowl à 0. Mais finalement, je change de question. Donc, j'avais une question en 2 temps, mais elle était exactement la même que celle d'avant. Donc, merci de l'avoir posée. Par contre, en France, on fait pas mal, même on voit en universitaire des Oklahoma drill et ce genre de drill assez violent pendant les entraînements. J'ai l'impression qu'en NFL, ça existe pas trop ou que c'est quelque chose que les joueurs maîtrisent déjà et on arrête de les faire, on veut pas les blesser. Est-ce que je me trompe ou est-ce que les entraînements sont vraiment basés sur autre chose? Tout dépend comment se passe l'entraînement. Ça veut dire que si les entraîneurs trouvent que ça fait 2-3 entraînements par exemple, mais c'est surtout en camp d'entraînement, ils remarquent que l'entraînement, les joueurs n'assimilent pas très bien les tactiques ou les joueurs mettent pas d'intensité, donc surtout au niveau de l'intensité, ils peuvent se dire là on fait un Oklahoma drill pour juste remotiver et rebooster les joueurs. Mais à haut niveau, vraiment à haut niveau, ce ne sont pas des choses qu'on fait parce que tout le monde sait plaquer, on est des joueurs professionnels, on sait quoi faire. Maintenant, au niveau junior, au niveau régional et aussi au niveau de l'élite, par exemple, ce sont des choses qui étaient vraiment réguliers souvent avant. Et maintenant, on met ça un peu plus de côté parce qu'on sait très bien que lié au problème de commotion, ce sont des choses qui sont un peu à bannir parce que ce sont des risques aussi pour l'avenir des joueurs et surtout pour un joueur qui n'est même pas payé pour ça, il doit travailler le lendemain matin. Ce ne sont pas des choses vraiment préconisées. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et par rapport à la question, comme tu as dit, au niveau de l'Oklahoma drill, avant c'était vraiment fait pour mettre de l'intensité. Mais le but du jeu du foot américain, oui, d'avoir de l'intensité, mais de contrôler son intensité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et au Canada, ce sont les précurseurs pour tout ce qui est protocole de commotion. Donc faire des Oklahoma drill, je ne vais pas dire que c'est banni, mais ce sont des choses qui se font de moins en moins. On rappelle, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'Oklahoma drill, c'est quand on met 2 joueurs face à face, grosso modo, et qui doivent se rentrer dedans et gagner le duel. On peut résumer ça comme ça. On va prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Ou alors vous voulez déjà les manger? Il y en a 3. Alors, vous pouvez vous souffler et faire une question, une double. Allez. Prénom et question. Bonjour, Jean-Hugues, supporter des Patriots. Donc je suis à l'opposé des Jets pour l'instant. On se fait coucou de loin. C'est la facilité. C'était une question pour Sébastien. On a parlé à la première question qui a été posée des Français qui ont joué en NFL. Il y en a eu avant toi. On a eu Richard Tardis, Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma. Il y en a eu après toi, comme on a dit aussi. Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu as pris contact avec ceux qui étaient déjà passés avant toi pour demander des conseils? Et dans un autre temps, est-ce que ceux qui sont arrivés après toi ont pris contact avec toi peut-être pour avoir des conseils, ou toi pris contact avec eux pour leur donner des conseils? Merci Jean-Luc, très bonne question. Moi, en fin de compte, je suis arrivé vraiment, je suis en plein milieu en fin de compte, entre l'ancienne génération. Donc quand je dis l'ancienne génération, donc là je vais dire des noms, certains vont connaître, donc Franck Blandanel, Cédric Cottard, qui fait un peu plus partie de la génération de Marc-Angelo Souma. Donc moi, quand j'ai grandi, quand je suis arrivé en équipe de France senior,
eux, ils étaient déjà établis en équipe de France senior, donc je les connaissais. Donc forcément, quand je suis parti universitaire, je gardais contact avec eux. Et surtout Philippe Gardan, quand j'étais à ma dernière année universitaire, lui, il avait fait le camp d'entraînement des Carolina Panthers. Donc j'étais souvent en contact avec. Donc forcément, j'ai toujours contact avec eux. Et ça m'a aidé. Et après, par la suite, Anthony Mangou et Anthony Dablé, ce sont des joueurs que j'ai côtoyés en équipe de France senior. Et forcément, quand après, ils ont pris un autre cheminement pour aller aux États-Unis ou au Canada, par exemple, Anthony Dablé, il a quand même fait une partie de son cursus au Canada au niveau universitaire. Donc forcément, on est toujours resté en contact. Après, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas répéter ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que moi, je leur ai jamais dit « faites comme moi, faites ceci, faites cela ». Juste faites le cheminement que vous devez faire. En faisant le cheminement qu'ils vont faire. Après, moi, je les conseillais forcément. Et si des fois, ils ont besoin de conseils, je peux les conseiller aussi. Mais c'est surtout le plus important, c'est de faire son propre cheminement. C'est surtout ça le plus important, je pense. On va en prendre encore une. J'avais dit qu'on va arrêter là, mais on a un tellement bon invité qu'on va en profiter. On va faire plus long que d'habitude. Je te laisse poser ta question, le prénom. Moi, c'est Rémi, également fan des Patriots. C'était une question un peu générale sur notamment l'utilité de la bye week, notamment la première semaine où les équipes ne connaissent pas encore leur adversaire. Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine? Est-ce que c'est juste de la préparation physique, du repos, ou est-ce qu'il y a quand même une dimension de game plan, de stratégie qui est mise en place la première semaine, même si on ne connaît pas l'adversaire final, notamment pour les Patriots, pour les Rams qui jouent ce week-end? Okay. J'ai jamais eu l'opportunité de faire les playoffs, donc je ne peux pas vous dire. Mais après, je pense, au niveau élite ou au niveau en Allemagne aussi, on l'a aussi. Durant cette semaine, c'est une semaine cruciale en fait, parce que c'est une semaine où il faut préparer le prochain match, tout en ménageant les joueurs au niveau psychologique, parce que c'est quand même très intense. Les playoffs, ça monte crescendo jusqu'au Super Bowl, et forcément, entre-temps, il faut avoir des moments où on peut décompresser. Donc il est vrai que durant cette partie-là, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, la plupart du temps, c'est que les joueurs, lorsqu'ils finissent le dernier match de la saison régulière, déjà, durant le dernier match de la saison régulière, il y a des joueurs qui jouent. Si le classement ne risque pas de changer, il y a des joueurs, on fait tourner un peu l'équipe pour éviter les blessures. Et la semaine d'après, ils ont juste des meetings, ils marchent les jeux, ils joguent les jeux sur le terrain. Et la semaine vraiment où ils connaissent leur adversaire, là, ils commencent à courir les jeux sur le terrain et à assimiler les jeux. Mais il est vrai que tout dépend aussi du type d'entraîneur qu'on a. Si on a un entraîneur qui veut faire des répétitions, on va faire des répétitions, on va s'entraîner à 110%. Si après on a un entraîneur qui préfère mieux la partie cognitive, donc vraiment bien comprendre les concepts et prendre son temps, revenir aux fondamentaux, donc là ça va être un peu plus relax. Donc tout dépend aussi de l'entraîneur. J'avais vu une main se lever devant, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, non? Il est parti. Bon, je suis désolé. Une petite, allez, la dernière, et après il va falloir aller manger quand même. Allez, le prénom et la question. Donc Cyril, il fallait un fan des Niners, du coup je m'y colle. C'est pour Sébastien. Justement, par rapport à cette partie physique, commotion, etc., il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années, justement, par rapport aux commotions, aux maladies dégénératives et compagnie qui arrivaient justement aux joueurs de foot US. Il y a eu le même débat maintenant par rapport au rugby. Est-ce que toi, quand tu as joué, quand tu t'es entraîné, est-ce que tu as senti justement cette puissance physique? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit c'est dangereux, il faut que je travaille sur certains aspects justement pour éviter ces soucis-là, ou non, au contraire, on est formaté pour ça et puis on n'a pas d'inquiétude en fait quand on est sur le terrain et on s'en moque quelque part, quoi. Oui, très bonne question. Elles sont toutes bonnes vos questions. C'est pour ça. Nos auditeurs sont formidables. Concernant tout ce qui est l'aspect commotion, en fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avoir double. Okay, sauf que le fait, comme tu disais, le fait d'être conditionné déjà à la douleur et au contact, je pense que c'est humain, c'est un aspect humain, on y retourne. Une anecdote, je pense que j'ai déjà dû faire peut-être des micro-commotions. Ça, je ne le sais pas, sûrement ça m'est déjà arrivé. Mais une anecdote, je pense qu'une fois ça m'est arrivé d'avoir des stingers. Stinger, ça veut dire qu'on a un nerf du cou ou de l'épaule qui reste coincé. Donc là, on se retrouve, je ne vais pas dire paralysé, mais à un moment donné, on a l'épaule qui ne bouge plus et on reste au sol et on a du mal à se relever. Donc une anecdote, c'est que mon premier camp d'entraînement en NFL, toujours la première semaine lorsqu'on joue une équipe,
on s'entraîne contre l'équipe qu'on va jouer. Donc on était à Nashville avec les Tennessee Titans. Donc pendant 3 jours, on s'entraîne contre eux et après on a le match de pré-saison, le premier match de pré-saison. Une anecdote, il y avait, je pense, le 3e running back. 11 contre 11, il monte et normalement on nous demande de faire un form tackling. C'est-à-dire qu'on n'amène pas le joueur au sol, mais on le ceinture et on fait comme si on plaquait. Sauf qu'on sait très bien que comme c'est pas un joueur de notre équipe en face, et ben on y va quand même assez vite. Et le joueur en face aussi, il y va quand même. Et là, on y est allés tous les deux et je me suis retrouvé, j'ai pas honte de le dire, les 4 fers en l'air. Et quand je me suis relevé, et à ce moment-là, je me suis dit, oups, là, je vois un peu double et il y a un truc bizarre. Donc là, naturellement, je me suis dit, je vais rester sur le terrain. Donc là, ça a été mieux 2-3 jeux après. Mais aujourd'hui, un joueur qui a ce type de choses-là, il est sorti tout de suite du terrain. Donc il est sorti tout de suite du terrain, il y a un protocole commotion qui est fait pour le protéger. Donc moi, dans ce sens-là, j'ai été chanceux. Mais peut-être ça aurait pu être très dommageable par la suite. Peut-être j'aurais continué, peut-être j'aurais reçu un autre contact et ça aurait pu être très dommageable. Donc je pense qu'il y a un aspect quand même humain, donc dans le sens où on se dit ok, ça fait mal mais c'est normal. Mais c'est pour ça qu'on a maintenant des protocoles qui sont faits autour de nous pour nous protéger aussi. Parce que nous, on va se dire on est capable, mais peut-être on n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'autour de nous, il y a des médecins, il y a quand même un protocole. En NFL, il y a la vidéo aussi. Qui demande aux joueurs et aux médecins de le sortir et de faire vraiment un protocole pour identifier s'il a vraiment eu une commotion ou pas. Eh merci beaucoup, Grégory. Tu veux dire quelque chose? Je suis vraiment jaloux de Sébastien parce qu'en plus maintenant on sait qu'ils ont joué un match d'entraînement contre les Titans et qu'il a donc vu Jeff Fisher en vrai. Donc voilà. Bravo Sébastien. C'était Jeff Fisher à l'époque. Ah oui, c'était Jeff Fisher à l'époque. Ouais, il a quand même coaché 100 ans à Tennessee. Donc, c'est vrai qu'il est resté un moment chez les Titans. Oui. Donc Sébastien a croisé Jeff Fisher. En effet, il y a de quoi être. Un petit conseil moustache peut-être ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas eu de. Bon. Merci beaucoup en tout cas encore une fois Sébastien. On a fait un peu plus long que d'habitude, mais merci beaucoup. Merci. On est très content et je pense que je parle au nom du Hard Rock Café là d'avoir pu profiter justement de votre avis sur tout un tas de questions. Il y avait tout un tas de questions pertinentes, donc merci beaucoup aussi au public du Hard Rock Café pour toutes ces questions. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 278 du podcast Jean Actu. Un peu plus long que d'habitude, on aurait dû faire une émission spéciale en fait avec Sébastien à part parce qu'il y avait tellement de choses à dire. On vous réinvite quand vous voulez parce que franchement il y a plein de choses à dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va se retrouver jeudi pour la preview. On va se retrouver samedi à 21h pour le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris qui nous accueillait ce soir, qui nous accueillera encore pour la soirée Super Bowl et pour le débrief du match le mardi suivant, donc ce sera le 5 février. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Et puis je vais vous laisser vous applaudir parce que merci beaucoup à vous d'être venus ce soir. Merci encore à Camille Saraben à la technique, à Grégory Richard à mes côtés, à Raoul Villeroy qui est allé boire un petit coup à côté de Raphaël Masmejean, Guillaume Plax était là aussi, Mathieu Pasquier était là aussi, une bonne partie de l'équipe TDA et merci encore à vous, le public. Merci beaucoup Sébastien, c'est Jean d'avoir été notre invité encore une fois. Et voilà, ils sont polis en plus de poser des questions, pertinentes. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été notre invité. Le site c'est touchdownactu.com, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier. Les comptes Twitter @YelloRadioSA pour Grégory, @Camille Saraben pour Camille, @Raoul VDG pour Raoul, @Raphaël Masmejean @Raphaël_TDA pour Raphaël. Sébastien, une présence réseaux sociaux tant qu'on est dans la promo si vous voulez. C'est Sébastien Jean sur Instagram, mais ce qui est très important, on a aussi un Instagram de la Fédération française de football américain. Il faut avoir un peu plus de followers parce que sachant que les aides du gouvernement ont diminué et diminuent davantage, ça nous aiderait énormément pour le développement parce que là on a un championnat d'Europe junior qui arrive très rapidement l'été prochain. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par la fédération pour développer le football américain et pour aider au développement. Là, on a le championnat qui commence très bientôt, donc ça va être le samedi juste avant le Super Bowl. Le championnat élite qui commence, on a le championnat régional aussi, le championnat de 2e division. On a aussi un championnat de football américain féminin. Donc ça, c'est quelque chose qui est super, et de cheerleading aussi.
Donc voilà quoi, donc d'aller sur le site internet aussi de la Fédération française de football américain. Et le message est passé. On remercie d'ailleurs la Fédé qui est aussi présente et qui a aidé à la réalisation de cette émission et à ce que Sébastien soit avec nous. Donc merci beaucoup à la Fédé. On va essayer aussi de participer. Donc n'hésitez pas à aller suivre les comptes de la Fédé sur les réseaux sociaux. On les retweet régulièrement. On n'est pas toujours au taquet sur Instagram, mais même si on est de plus en plus sur Instagram, d'ailleurs je remercie Thomas qui tient le compte, mais sur Twitter on retweet la Fédé. N'hésitez pas à les suivre. Merci encore à eux. On vous dit à très bientôt. tdactu.com, c'est le site. On se quitte en musique et on vous dit à jeudi. Ciao, ciao.